Attention. Bien, mesdames, messieurs, partagez le direct et nous allons commencer. Faites un petit tour de partage et on commence. Faites un tour de partage également. Partagez au maximum s'il vous plaît. Et on va commencer. Bien, le thème est simple, est très simple, n'est-ce pas? La troisième république du Cameroun va bientôt naître, même pas césarienne. Donc, je vais vous expliquer, on va débattre de ce sujet. En attendant, n'est-ce pas, que vous partagez, je vais jouer un de mes morceaux. Vous allez découvrir L'arbre est penché du professeur Wele. L'arbre est penché. Pendant ce temps, partagez au maximum, s'il vous plaît. L'arbre est penché et tombera. Allez, c'est parti. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il tombera, il tombera, il tombera, il tombera, il tombera irrésistiblement. L'arbre est penché, l'arbre est tombé, de lui côté où il est penché, il tombera, il tombera, il tombera, il tombera, il tombera, il tombera, irrésistiblement. Oui, partagez le direct. L'arbre est penché, quand il tombera avec ses branches. Il tombera, il tombera, il tombera, il tombera, il tombera, il tombera, il tombera irrésistiblement. L'arbre est penché, l'arbre est tombé. Partagez le direct. Où il est penché, il tombera, 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 irrésistiblement. Aucun tuteur ne le soutiendra, cet arbre qui servait la vie aux pauvres. Il tombera, il tombera, il tombera, il tombera, il tombera, il tombera, il tombera irrésistiblement. L'arbre est penché, il tombera. Oui, salut maître. Partage le direct, s'il vous plaît. Partage, partage. L'arbre est penché, il tombera.
Partagez, s'il vous plaît. Merci à tous ceux qui viennent de jouer le live. Il tombera. Distribuez au maximum comme des bouts de pain. Merci, Maître Emmanuel. Merci à tous ceux qui sont en train de distribuer le live. L'arbre est penché. Cet arbre est penché. Il tombera irrésistiblement. Cet arbre qui servait d'abri aux pauvres va tomber. Très bien. L'arbre est penché. Il tombera. C'est une chanson du professeur Wele. Vous pouvez trouver cette chanson sur YouTube, Spotify, toutes les chaînes de distribution de la musique. Et vous pouvez télécharger pour encourager l'auteur, n'est-ce pas? L'arbre est penché, il tombera. C'est très proverbial. Je crois que ça arrive. Et ça justifie également le thème de cette soirée. La troisième république du Cameroun va bientôt naître. Même pas césarienne. Même pas césarienne. Je voudrais aussi remercier tous mes fans qui sont en direct. Je vois Paola qui est déjà là. Salut Paola. Partage le direct. Je vois Maître également qui est en direct. S'il te plaît, partagez au maximum. Merci bien et on va commencer. Et ce que je veux faire, je veux d'entrée de jeu afficher le numéro par lequel vous pouvez joindre quand, en fait, pour moi, ce sera une émission interactive cette journée. Donc, vous pouvez appeler à tout moment pour participer. J'espère que c'est là. Le numéro est là. Vous pouvez m'interrompre pour participer si vous voulez. Ce sera un débat, une conférence un peu différente des autres. Je voudrais qu'elle soit courte. Bien donc vers la Troisième République. Qu'est-ce que je veux par là dire? Vous allez suivre. Mais avant de développer le thème, permettez-moi d'aller, n'est-ce pas, un peu hors du Cameroun pour brosser un peu l'actualité mondiale. Je ne peux pas venir dans une conférence, aller directement au thème sans dire ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le monde, le Cameroun faisant partie du monde. Bien, alors nous commençons par la guerre de l'Ukraine. Vous pouvez bien constater que, comme moi, que l'armée de l'Ukraine est aujourd'hui détruite. Malgré toutes les radios de propagande et tout ce qu'on raconte, l'armée de l'Ukraine est réduite à sa simple expression. Il fait encore semblant. L'armée de la Russie a envahi presque tous les points stratégiques de l'Ukraine. Donc il n'y a plus match. Les soi-disant volontaires, combattants volontaires, c'est-à-dire des mercenaires envoyés à travers le monde pour soutenir l'Ukraine, beaucoup ont été tués, une bonne partie aussi capturée ces jours-ci et envoyés en Russie et condamnés à mort. Donc beaucoup d'enfants qui ont quitté leur pays sous le prétexte qu'ils allaient aider l'Ukraine, beaucoup de ces enfants ne rentreront plus jamais. Soit ils ont été abattus. Pour ceux qui ont été abattus et qu'on peut ramener le corps, on ramène les corps dans plusieurs pays. Aux États-Unis, on ramène le corps de ces enfants. Au Canada, on ramène le corps de ces enfants, etc. Donc, je ne sais pas pourquoi un père de famille peut prendre le risque d'aller mener un combat qui ne l'appartient pas. C'est une situation assez déplorable et nous condamnons tous, n'est-ce pas, la guerre. Vous savez, les objectifs de cette guerre étaient bien connus et c'était une guerre qu'on pouvait bien prévenir, on pouvait empêcher cette guerre d'avoir lieu. Mais l'arrogance de ceux qui veulent diriger le monde a poussé, n'est-ce pas, Poutine le bouchon. Et puis il a été obligé d'envahir l'Ukraine pour sa survie. Aujourd'hui, on ne sait plus quand est-ce qu'une telle guerre va finir. C'est une guerre partie pour durer, à moins que le gars de l'Ukraine dépose les armes et accepte le forfait. C'est très grave. Alors, le comédien continue à dire qu'il va gagner la guerre. On ne sait pas s'il est de ce monde ou s'il est dans un autre monde. Il n'a pas de moyens pour lutter, mais il continue à demander aux gens d'envoyer les armes pour l'aider. Ce qu'il ignore, c'est que le monde entier vient à peine de sortir du corona
Les gens sont essoufflés financièrement, économiquement, les pays sont essoufflés. Et malgré l'amour que les uns peuvent avoir pour ce monsieur, personne ne peut sacrifier son économie pour aider un pays qui ne lui rapportera rien. C'est ce que le gars n'a pas compris. Il est tombé dans le jeu de l'Amérique et de l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est sa population qui paie le prix fort. C'est sa population qui paie le prix fort. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'Ukraine est devenue un véritable cimetière. Les cadavres des êtres humains jonchent dans tous les couloirs. Et les charognards, n'est-ce pas, se régalent sur des cadavres humains en décomposition avancée. Est-ce qu'il fallait qu'on y arrive? Vous voyez, c'est une situation déplorable. N'est-ce pas? Déplorable. Et j'avais expliqué la stratégie de la Russie. La Russie utilise une stratégie d'épuisement. C'est-à-dire qu'elle épuise l'adversaire qui n'est pas suffisamment fort. Et quand l'adversaire s'épuise, elle avance. L'Ukraine a résisté pour quelques semaines avec l'appui des Américains et tout cela. Mais on l'a vite lâché. Le Canada a dit non, je n'ai plus d'argent à envoyer. L'Angleterre, je n'ai plus d'argent à envoyer. La France, je n'ai plus d'argent à envoyer. Sauf l'Amérique qui envoie les armes. L'Amérique a envoyé plusieurs armes, n'est-ce pas? Plusieurs fois des armes. Et ces armes ont été détruites dès l'entrée en Ukraine. Par comment on appelle ça? Le pays voisin. Rappelez-moi le pays voisin de la Russie, là. Bon, ça reviendra. Donc, les armes qui entrent en Ukraine sont détruites. Donc, l'Amérique a perdu beaucoup d'armes. Et là, c'est l'argent des contribuables qui s'en va. Et pendant ce temps, on encourage le gars. Au départ, il était question qu'il abandonne. Il était question d'abandonner, qu'il abandonne. Et qu'il cède 15% de son territoire pour arrêter la guerre. Aujourd'hui, l'Amérique et ses amis de l'OTAN ont dit non, tu ne laisses rien. Tu ne dois perdre aucune surface de ton territoire. On est allé à 30%. Maintenant, c'est presque tout l'Ukraine qui est envahi. Et certains font du bruit, disent oh, vous savez, il a résisté depuis, on ne l'a pas tué. Le but de Poutine n'est pas de tuer ce gars. S'il voulait le tuer, il le tuait dès le premier jour. Bon, donc, et vous voyez comment la radio de propagande, les radio-médias mensonges ont passé le temps à faire des propagandes. Oh, voilà la petite Ukraine qui est en train de tabasser la Russie. Aujourd'hui, ils ont fermé la bouche, ils ne savent plus ce qu'il faut dire. Et au lieu d'accepter la défaite, ils gesticulent. Donc, la propagande n'est pas une bonne chose. Elle n'est pas une bonne chose. On voit bien qui est en train de gagner sur le terrain. Mais sauf le comédien qui dit qu'il n'est pas, il va gagner la guerre. On ne sait pas trop comment il va gagner. Et les conséquences de cette guerre sont très nombreuses parce que vous avez l'inflation qui arrive de façon galopante. J'ai fait le plein de mon carburant de ma voiture à plus de presque $100. Ce qui est vraiment extraordinaire. Donc, le prix du carburant a doublé et le prix des marchandises a également doublé. On ne sait plus jusqu'où est-ce qu'on va aller avec cette inflation. Et j'ai été surpris d'apprendre que l'Amérique est en train d'importer le carburant de UK. Ça, c'est curieux. Je ne sais pas si beaucoup ont vu cet article. L'Amérique est en train d'importer du carburant de UK pour combler son déficit budgétaire. Son déficit, mais ça ne tient pas. Et ils ont imposé des sanctions, plein de sanctions, mais curieusement, ce sont des sanctions qui frappent plus la population mondiale parce qu'en fait, tout le monde subit ces sanctions. Tout le monde subit ces sanctions, y compris les Américains. N'est-ce pas? Ils ont sorti toutes les sanctions possibles, mais malheureusement, l'économie de la Russie n'est pas tombée comme ils espéraient. N'est-ce pas? C'est une guerre de longue durée. Je vous avais dit que la Russie s'est préparée pour cette guerre pour au moins 7 ans. Depuis 7 ans, elle s'est préparée à cette guerre. Elle peut mener cette guerre pendant plus de 2 ans sans s'essouffler. Mais les autres qui gesticulent, c'est eux qui vont souffrir. Nous sommes en période d'été, c'est encore passable. Mais on ne peut pas résoudre le problème du carburant en cette période d'été. Donc d'ici l'hiver, tous ces pays-là qui se gesticulent, on va voir comment ils vont rapidement trouver une solution au carburant. Ce sera donc le froid qui va les tuer. Même s'il est vrai que certains disent qu'on préfère grelotter de froid que de grelotter devant Poutine.
Ah, vraiment, c'est triste. Ça, c'est triste. Donc, la guerre n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et si nous restons un peu du côté de l'Amérique, je peux vous dire tout simplement que l'Amérique est en train dans une forme de ce que je peux appeler le terrorisme domestique. Le terrorisme domestique, c'est quoi? Ça veut dire que l'Américain tue l'Américain. Et l'arme raisonne, l'arme parle plus que les êtres humains. Nous sommes très effrayés quand nous sortons le matin pour aller, parce que personne ne sait s'il va rentrer le soir. Un enfant tout jeune prend le fusil, va dans son école, tue 19 autres élèves et 2 professeurs. On croit que ça suffit. Un autre qui prend le fusil, un noir, un blanc du groupe des suprémacistes, puisque certains croient qu'ils sont supérieurs aux noirs, il va tuer 10 personnes, 10 noirs. Vous voyez, et dans les malls, dans les supermarchés, c'est fréquent. Vous allez au supermarché pour acheter vos marchandises, c'est le coup de feu, et puis on vous tue. Vous allez prendre le carburant, on sort de nulle part, on vous abat. Finalement, on ne sait plus. Vous êtes à chez vous êtes chez vous en train de préparer. Vous allez à la cuisine, c'est une balle perdue que vous recevez à la tête. Donc l'insécurité est généralisée. Et j'avais écrit un article qui est sur ma page, mon site www.professorwilly.com. J'ai écrit en anglais: si vous ne contrôlez pas les armes vous contrôleront. Et nous sommes dans cette situation. Vous avez vu hier à Washington, il y avait une très grande marche. Les parents qui demandent qu'on contrôle les armes. Mais vous voyez, quand on tue massivement les individus comme ça, là, les politiciens se rassemblent, font des petits discours et ils tournent la page. Ils ne prennent aucune décision pour sauver la population. Parce que l'industrie des armes rapporte énormément. La vente des armes rapporte énormément de bénéfices à l'Amérique, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ça fait partie de la Constitution américaine, le port d'armes. Et quand vous tuez une personne, rapidement on dit que vous étiez malade mental. Et la question que je continue à poser est la suivante: comment est-ce que l'arme peut se retrouver entre les mains d'un malade mental? Ça veut dire quelque part qu'il y a un problème. Donc on achète les armes comme on achète les petits arachides, etc. Et on sème la mort au quotidien. Même sur l'axe lourd, quand vous roulez, les gars ont l'arme dans la voiture, ils descendent assez vite, ils peuvent vous tirer dessus. Donc on ne sait plus, nous ne sommes pas en sécurité. Ça devient, on meurt plus par tuerie aux États-Unis maintenant que par accident de circulation. C'est très effrayant. Et si rien n'est fait, j'ai bien peur du lendemain. Bon, allons maintenant au niveau du monde, parce que je veux juste aller rapidement expliquer ce qui se passe dans le monde et revenir au sujet principal. Vous vous rendez compte que la tension à travers le monde est en train de grimper de plusieurs crans. Je voudrais expliquer l'Amérique avec son OTAN qui provoque la Chine et veut pousser la Chine à envahir Taïwan. Ça devient de plus en plus obvious, comme disent les Américains ici. Donc, l'Amérique est en train d'armer Taïwan et est en train d'armer le Japon, qui sont des voisins de Taïwan. Et je vous avais expliqué la position géographique de Taïwan qui est très contestée par la Chine et puis qui sert de point de contrôle de l'Amérique à travers cette zone de mer. Donc, on est très inquiété parce que l'Amérique fait ce qu'on appelle la guerre par procuration. Elle va à l'extérieur, interpose deux pays et limite des morts dans son camp. Parce que quand vous entendez la mort de la guerre de l'Ukraine, aucun Américain ne meurt, à moins que ce soit les combattants volontaires. Mais les Ukrainiens meurent, les Russes meurent. Donc maintenant, elle s'oriente vers le grand ennemi qui est la Chine, parce que le gros ennemi de l'Amérique, c'est la Chine. Donc il faut l'Amérique tenterait d'affaiblir d'abord l'Ukraine, la Russie, et s'occuper du gros lot qui est la Chine. Je ne sais pas trop pourquoi il faut toujours pas penser que pour réussir, il faut écraser les autres. Ça, personnellement, je ne trouve pas que c'est la bonne stratégie. Donc, Taïwan est sous vive tension. Et entre-temps, quand vous regardez la Corée est allée au nucléaire, ça c'est évident. Et je veux monter un peu les épaules. Vous avez vu comment la Corée du Nord menace de plus en plus.
Et entre-temps, l'Amérique fait des exercices conjoints avec la Corée du Sud. Et ça, c'est des choses qu'on aurait dû éviter parce que l'Amérique a positionné tellement de militaires en Corée du Nord, du Sud. Pourquoi faire? Pourquoi faire? On estime qu'il y a plus de 60 000 militaires américains positionnés à travers le monde. Quel gros budget! Tout un village qu'on nourrit tous les jours. Est-ce qu'on ne peut pas faire rentrer tous ces gens-là en Amérique et utiliser cet argent pour effacer les dettes que l'Amérique a? L'Amérique est très endettée. C'est le pays le plus endetté du monde. Curieusement, mais on va à l'extérieur toujours dans les positionnements stratégiques, chercher à contrôler le monde. Je ne sais pas qui a donné à l'Amérique le pouvoir de contrôler le monde. Et vous avez vu aussi de l'autre côté de l'Iran. L'Iran est en train de se positionner vers le nucléaire et ça devient inquiétant. Il profite de la situation trouble de la guerre de l'Ukraine pour avancer. Parce que vous savez, Israël est une menace réelle pour l'Iran. Et l'Iran s'est dit, alors si je veux un nucléaire, je vais détruire Israël. Donc c'était les deux ennemis opposés. C'est pour cela qu'Israël a tenté de jouer un rôle important en médiateur dans la guerre de l'Ukraine, qui oppose l'Ukraine à la Russie. Parce qu'ils savent très bien que si la Russie va du côté de l'Iran, ce sera très difficile pour Israël parce que là, l'Iran va aller rapidement au nucléaire sans grande difficulté. Voilà à peu près comment va le monde. Voilà à peu près comment va le monde. Et je vous rappelle que chaque fois que l'Iran avance vers le nucléaire, curieusement ou mystérieusement, on tue les scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a une main obscure. Vous savez de quel pays il s'agit. On vient chez eux secrètement tuer les scientifiques qui sont en train de travailler sur le projet nucléaire. C'est très fréquent. On vient de tuer un autre scientifique de haut niveau qui travaille sur l'enrichissement de l'uranium pour le gaz, pour le nucléaire iranien. C'est triste. Alors, donc voilà à peu près, voilà l'Afrique, voilà le monde. Maintenant, rentrons à l'Afrique et je vais en système d'entonnoir. Parlons un tout petit peu de l'Afrique et on revient véritablement au Cameroun parce que c'est ça qui intéresse beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Oui, il y a déjà des personnes qui disent que beaucoup de personnes demandent l'allègement des sanctions. L'allègement des sanctions, ils ont tellement sanctionné la Russie, merci mon frère Élysée, ils ont sorti tout le joker des sanctions sur la Russie. Ils estimaient qu'avec ces sanctions, la Russie ne pouvait pas tenir un mois. Mais curieusement, la Russie est en train de tenir, ça fait plus de 100 jours que la guerre dure, l'économie n'est pas effondrée. Et qu'est-ce que l'Ukraine a fait, la Russie a fait? La Russie a bloqué tout le blé qui servait à alimenter le monde entier et dit, voilà, levez les sanctions et je laisse le blé passer. Donc, ils utilisent ça comme arme. Si vous ne levez pas les sanctions que vous avez imposées contre moi, moi, je ne laisse pas le blé et le monde entier va souffrir de la famine. Oui. Et vous savez que l'Ukraine et la Russie constituent les premiers producteurs de blé qui ravitaillent le monde, qui nous aident à fabriquer du pain, etc. Ça, c'est évident. Donc, il faut que... Et ceux qui font du bruit en disant sanctions, sanctions, sont les hypocrites parce que sournoisement, ils partent traiter avec la Russie. L'Allemagne continue à acheter le carburant de la Russie. Même l'Amérique, tous ces pays-là achètent en roubles, ce qui renforce davantage l'économie de la Russie. Et eux, ils financent la guerre même sans se rendre compte. Voilà donc, merci mon frère Élysée. Donc, alors, c'est ça la dure réalité. Donc, on ne sait pas jusqu'où la guerre va durer. Bien, donc je reviens en Afrique. Je veux commencer très brièvement par le Mali. Ma suggestion, vous avez constaté que beaucoup de présidents africains travaillent pour l'échec de la transition du Mali. Nommément Macky Sall et puis son favori de leur Côte d'Ivoire là. Ils travaillent ensemble sous le couvert de la France pour essayer de déstabiliser le Mali afin de rendre, n'est-ce pas, sa transition difficile ou sinon impossible. Je ne sais pas pourquoi, pour faire du mal à l'Africain, on utilise toujours l'Africain. Pour tuer Kadhafi, il fallait qu'on utilise les Africains pour faire le sale boulot. L'inverse n'est pas possible. Pour frapper un blanc, vous ne pouvez pas passer par un autre blanc. Il faudrait que les Africains comprennent. Moi, je suggère que ce régime de transition tienne bon
et qu'au lieu de passer à 2 ans, qu'ils aillent même jusqu'à 5 ans pour vraiment cimenter la transition de façon à ce que quand ils remettent le pouvoir à un civil, que le chemin de rentrer, faire marche arrière soit impossible. S'ils sécurisent bien les frontières, font en sorte que l'éducation soit vraiment prospère, bien, ils développent un bon système éducatif, renforcent l'économie et créent une monnaie nationale. Je crois que la France, et changer même de langue, parler une langue autre que le français, je crois que la France ne pourra plus avoir d'emprise sur, n'est-ce pas, le Mali. Malheureusement, il se trouve que beaucoup cherchent à le tuer ce président. J'espère qu'ils ne vont pas pouvoir, et je le souhaite vivement. Descendons un peu en Centrafrique avant d'arriver au Cameroun. Je constate avec regret, j'espère que les Centrafricains sont dans ce live en train de suivre. La Centrafrique est en train de faire honte. Beaucoup de personnes applaudissent, mais je dis que le président centrafricain est un féman, entouré des fémans. Je le dis et j'assume. C'est un faux président qui s'entoure des bandits. Et il est en train de donner l'impression qu'il est en train de sortir la Centrafrique d'une situation difficile. Expliquez-moi comment un président d'une république a pour conseiller spécial un Camerounais, Sim, avec son lieb Bimal, qui a fait tant de mal aux Africains. Un bandit international. Il a ruiné les familles camerounaises, ruiné les familles des Ivoiriens. Toute l'Afrique pleure à cause de ce monsieur. Et vous avez vu comment on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Les autorités camerounaises complices ont tout fait pour le faire sortir de la prison et on l'a fait passer par la Centrafrique. Et il passe par la Centrafrique, on lui donne un passeport diplomatique pour qu'il aille en Russie. Pourquoi est-ce que ce président protège un féman de cette envergure? Ce monsieur est très dangereux et maintenant que les Camerounais, les gens du monde entier ont perdu l'argent, il faut s'en prendre à ce président centrafricain qui est également autant dangereux que Sim, le grand bandit. Vous ne pouvez pas protéger un bandit de cette envergure. Et je dis que le président de la Centrafrique est maladroit parce que, justement, ce monsieur de Sim a contaminé la Centrafrique avec ce système de lieb Bimal, ce système de crypto-monnaie. Il trompe et maintenant, c'est devenu une monnaie nationale. J'ai discuté ici avec mon frère Élisée qui me suit. Nous avons expliqué que la crypto-monnaie n'est pas une monnaie et que ce monsieur qui est en train de choisir la crypto-monnaie comme monnaie nationale ne peut pas s'en sortir. Il va directement en enfer sans transition. Il va en enfer. Il est en train d'enfoncer l'économie centrafricaine. Il ne pourra pas s'en sortir. Donnons le temps au temps et on va voir ce que ça va donner. La priorité des priorités, comme je l'ai toujours dit, il fallait qu'il sécurise les frontières parce que c'était là la priorité des priorités. Sécuriser les frontières. Deuxièmement, mettre sur pied un système éducatif qui s'adapte aux réalités locales. Troisièmement, renforcer les infrastructures de l'économie, faire en sorte que l'économie soit vraiment fonctionnelle. Et enfin, qui pense à une économie, une monnaie nationale. Mais nous voyons beaucoup de personnes qui font des bruits. Voilà, la banque de la BEAC est en train de l'empêcher d'aller à la crypto-monnaie pour se débarquer du CFA. Il ne peut pas. Donnons le temps au temps, vous allez voir à quoi ressemblera la Centrafrique dans les prochains moments. Mes projections sont souvent, je vous donne des projections qui marchent le plus souvent avec une marge d'erreur assez faible. Donc, s'il y a des Centrafricains dans ce live, dites à ce monsieur de faire marche arrière et de s'entourer des cerveaux. Sinon, les Centrafricains vont le renverser dans les prochains moments. Son économie est mal partie. Il compte encore exclusivement sur le passage de ses produits au Cameroun. Donc, et puis pour moi, le point fondamental, c'est cette crypto-monnaie qu'il utilise comme monnaie nationale. N'est-ce pas? Nous avons pris El Salvador qui a perdu récemment plus de 136 milliards après le crash du Bitcoin. Pourquoi est-ce que le monsieur va dans la même direction? Bon, en tout cas, laissons le temps au temps et on verra bien à quoi ça va servir. Maintenant, puisque c'est le thème central et l'exige, je veux maintenant me focaliser au Cameroun. Alors, donc, je dis très bien que la troisième république du Cameroun va bientôt voir le jour.
Je dis bien même pas césarienne. Même pas césarienne, c'est pour bientôt. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui doutent encore, il n'y a plus de président au Cameroun. Je suis désolé, je le dis et j'assume. Il n'y a plus de président au Cameroun. C'est tout sauf un président. C'est tout sauf un président, vous le savez très bien. Sentant qu'il n'y a plus rien là-bas, on a fait ce qu'on appelle la photocratie, gouvernement du peuple par la photo. N'est-ce pas? Cela n'a pas tenu. Maintenant, on ne parle que de sur haute instruction du chef de l'État. Un chef de l'État introuvable, inexistant. N'est-ce pas? On utilise des sosies pour tromper les Camerounais. Et je vous ai fait savoir que ce 23e sosie, c'est le dernier. Ce qu'on a utilisé pour vous manipuler pendant le 20 mai. C'est la dernière fête du 20 mai. Dernière fête du 20 mai, dans laquelle vous voyez encore un sosie apparaître pour même vous grimacer. On ne voit pas à quel moment la personne arrive. On ne filme pas comment la personne sort de la voiture. On refuse de filmer. Pas de téléphone cellulaire. Après, on dit qu'il est venu au défilé. Bien sûr, continuez à croire à ces énormités. Le Cameroun est très malade. Le Cameroun est très malade. Et en même temps, il est semblable à une femme qui est arrivée au terme et qui attend impatiemment un nouveau bébé. N'est-ce pas? Les douleurs de l'accouchement sont en train de se faire sentir. D'un moment à l'autre, l'enfant va naître. C'est pénible. Les contractions ont commencé depuis bien longtemps. Il y a des signes visibles. Et quand on parle de la Troisième République, ça veut tout simplement dire la mort de la Deuxième République. Ils peuvent s'agiter, ou organiser les divisions comme ils peuvent. Mais quand un fruit est mort et mûr, il finit par quitter la branche et regagne le sol. C'est la loi de la nature. Et on n'y peut rien. Et comme je l'ai dit dans ma chanson, l'arbre est penché, il tombera. Et l'arbre ne tombe que du côté où il est penché. Quand il est trop penché, même le tuteur ne l'aide pas à se tenir debout. On est à cette étape-là. Donc le Cameroun, aujourd'hui au Cameroun maintenant, c'est un capharnaüm, un désordre total, signe précurseur de la mort de la Deuxième République. Ce sont des signes qui montrent que la Deuxième République ne vit plus. Vous avez vu le désordre qui se passe entre les ministres. Un désordre fou. Un ministre qui menace même d'arrêter un autre ministre. Un ministre qui menace d'arrêter un autre ministre publiquement. Vous avez vu ça où? Et un premier ministre inutile. Personne ne respecte ses ordres. Chacun prend les décisions comme il veut à son niveau. Il n'y a pas un commandant dans le bateau. Donc tout a chaviré. Le Cameroun actuellement est entre les mains de quelques terroristes qui se maintiennent en espérant, on ne sait pas, trouver une voie de sortie. Ce sont des terroristes. Et vous voyez, c'est pour cela que eux, qu'est-ce qu'ils font? On va dans la maison des individus, on vole de l'argent en termes de millions, en espèces. Vous avez entendu ça? Qu'on vole dans la maison d'un individu des millions en espèces et que la personne ne soit pas inquiétée. Qu'est-ce qu'un individu au Cameroun fait avec de l'argent qui atteint des millions? En temps normal, la loi devait arrêter, on devait faire arrêter des individus comme ça et les enfermer. Mais puisque c'est entre eux, on nous fait bien savoir qu'ils sont en train de préparer une rébellion qui peut durer plus de 10 ans. Ils nous font savoir qu'après Nkunkuma, c'est eux encore qui vont prendre le dessus et ils vont mener une rébellion pendant plus de 10 ans. Ils ont mobilisé suffisamment d'argent, ils ont des armes cachées. Je vous ai fait savoir qu'ils ont des armes bien cachées par-ci par-là et qu'ils espèrent qu'avec l'arme, ils peuvent maintenir leur hégémonie. Et ils seront très surpris. Mobutu l'a fait. Mobutu a fait plus que cela. Il est parti comme un être misérable. Il est parti. Et vous savez que c'est Mobutu, en réalité, c'est le père, c'est celui qui a entraîné Nkunkuma. C'était son parrain. C'est lui qui a montré à Nkunkuma l'hôtel intercontinental. Mais Nkunkuma a fait plus fort. Il est allé gaspiller encore plus d'argent que Mobutu. Et ces dictateurs africains ont le même sort. Ils prennent l'argent du peuple qui n'existe pas pour aller bousiller dehors, acheter des immeubles, acheter des biens. Mais quand ils meurent,
on confisque ces biens, ça devient la propriété des Occidentaux. Quelle cruauté! Quand Mobutu mourait, il n'avait plus accès à ses propres immeubles en Europe. Il n'avait plus accès. Même se soigner en Europe, on l'a chassé. Il n'avait accès à rien. Est-ce que cela a servi de leçon à ces dictateurs africains? Nkonkuma qui part à l'extérieur dilapider l'argent des Camerounais, alors que les Camerounais manquent de l'eau à boire, ils sont dans un délestage insultant. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces chefs d'État africains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce désordre est un désordre fou qui annonce quelque chose de triste. Et moi, je vous ai toujours dit que ce qui arrive au Cameroun est très grave. Donnons le temps au temps et vous comprenez bien pourquoi. Alors, vous avez vu le système éducatif qui s'écroule visiblement sous vos yeux. Le système éducatif camerounais ressemble à quoi aujourd'hui? Les enseignants sont levés il y a quelque temps avec leurs histoires de OTS. On a tout fait pour étouffer. Mais la conséquence directe est déjà perceptible. Vous avez vu le concours d'entrée en 6e dans un établissement scolaire de la place où les élèves passent le concours avec 3,5 de moyenne. 3,5 de moyenne. Le plus fort a eu 7,5. Il passe l'entrée en 6e avec 7,5. Le plus fort. On va où là? On va où là? On sent la chute d'un pays par, n'est-ce pas, la négligence de l'éducation. Un pays qui veut se développer devrait absolument faire de l'éducation sa priorité. Aujourd'hui, on parle des Chinois qui, en peu de temps, ont émergé. Mais beaucoup ne savent pas qu'en Chine, l'éducation est prioritaire. Tout Chinois est d'abord ingénieur avant d'être docteur, enseignant ou tout. C'est-à-dire qu'ils ont adapté le système éducatif à leur réalité locale. Mais au Cameroun, on a calqué le système éducatif au système français qui ne cadre pas à la réalité camerounaise. Et les enseignants sont impayés. Vous croyez qu'ils vont faire du miracle? Ils sont en train de faire ce que j'ai appelé la grève perlée. C'est-à-dire qu'ils vont au travail, mais ils ne travaillent pas. Ils vont mettre un chapitre en 3 mois. Voilà ce qui se passe. Pendant ce temps, on achète des voitures peigna pour donner aux chefs de terre pour agresser les Camerounais. Donc, vous voyez que le Cameroun est très, très malade. Et je suis très content, n'est-ce pas, du passage de notre frère Wilfried Ekanga, qui a encore pour une deuxième fois, comme l'a fait Calibri, rencontré le chef du Cameroun, Macron. Il l'a rencontré et puis a suivi le discours, l'échange. À travers cette conférence, vous pouvez comprendre que Wilfried, qui a posé des questions suffisamment pertinentes, a obligé Macron à dire indirectement, Camerounais, c'est vous qui devez chasser le dictateur. Donc, quelque part, Macron s'est dit que les Camerounais ont le droit de chasser le tyran. C'est de votre responsabilité, Camerounais, de mettre fin à ce régime cynique et sadique. Voilà le message que j'ai pu retenir de la rencontre avec de Wilfried et Macron. Et quand Wilfried a fait cette rencontre, ça a fait un peu du boucan au Cameroun. Vous avez vu Sadi le sadique qui sort un communiqué pour s'attaquer personnellement à Macron et dit que le Cameroun est responsable de sa démocratie. Alors qu'il ne sait pas que si Macron la veut, en 24 heures, on fait sauter ce régime qui encombre. Oui. Et vous voyez, ce peuple, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ce qui leur reste à faire maintenant, là, c'est d'opposer les Camerounais entre les Camerounais pour meubler, pour tuer le temps, pour distraire. Hier, c'était Bamileke contre les Ewondo. Ils ont fait si bien qu'à ce moment, cela a pris forme. On se dit que les Bamileke sont les ennemis des Ewondo ou inversement. Ils ont animé cette idée, cela a fait, n'est-ce pas, long feu. Mais entre-temps, les Ewondo qui ont compris qu'en fait, c'est de la manipulation, puisque Biya, originaire du centre, n'a pas développé sa région, et ce peuple est dans la même misère que les autres. Alors, ils ont compris que ça ne vaut pas la peine de soutenir quelqu'un qui ne les a pas aidés en 40 ans. Beaucoup sont revenus sur la toile pour s'excuser, pour dire vraiment, alors nous ne sommes pas d'accord avec cela.
Nous ne sommes pas les ennemis des Bamileke. Beaucoup ont fait leur meilleur culpa sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il faut qu'on oppose les Bamileke contre les Sawa. Vous avez vu tous ces désordres avec Dikalo, etc., le concert de la grâce, de la disgrâce, etc. C'est tellement instrumentalisé et politisé. Parce qu'ils estiment qu'en opposant les Bamileke contre les Sawa, ça peut encore continuer à tuer le temps. Mais ça ne servira à rien. Un Sawa va s'attaquer contre un Bamileke. Pourquoi? Pourquoi? C'est les enfants d'un même pays. Donc c'est une guerre d'office perdu. D'office perdu. Et pendant que les Camerounais s'opposent entre eux, qu'est-ce qu'on fait? On cède la terre des Camerounais aux Chinois. Njo. Regardez ce qui s'est passé à Kribi. Ça, c'était un problème national. Les Camerounais devaient se soulever pour demander l'annulation d'un tel contrat. Comment on peut donner l'exploitation du sol totalement à un pays sans savoir, n'est-ce pas, ce qui sont les ressources qu'on exploite? Le gars exploite totalement les ressources du pays, du sol, pour 50 ans. Et combien est-ce qu'il remet au Cameroun? Presque rien. Donc, il faudrait que les Camerounais pensent à faire des mobilisations pour, n'est-ce pas, tenter de mettre fin à ce genre de contrat bidon. Et on remet aux Chinois. Vous savez bien, les Chinois, si on veut faire partir les Français pour les remplacer par les Chinois, c'est une grosse erreur. Parce que chacun est au Cameroun pour ses intérêts personnels. En quoi est-ce que le Chinois est différent du Français? Rien. Le Chinois au Cameroun, sur le sol camerounais, crache sur le visage du Camerounais, enferme le Camerounais dans le commissariat du Cameroun. Pourquoi? Et quand il gagne le marché, comme il gagne, il vient chez eux avec toutes les mains avec tous les mains d'œuvre. Et n'utilise les Camerounais que lorsqu'ils ne peuvent plus rien faire. Et combien est-ce qu'ils payent les Camerounais? Presque rien. Alors qu'on devait stipuler que au moins l'essentiel, 90% de la main d'œuvre devait être camerounaise pour que cela donne au moins des emplois à ces Camerounais qui sont dans le chômage, dans le grand chômage. Mais on laisse, les Chinois viennent chez vous, ils font tout, ils ramassent tout ce que vous avez et ils vous exploitent. Quel est ce pays-là? Donc voilà, c'était là ce qu'il fallait. Il fallait vraiment s'occuper de ce contrat bidon. Mais qu'est-ce qu'on fait? On distrait les Camerounais. Chaque jour qui se lève, chaque jour qui arrive, il y a un sujet de distraction. On me fait un mois de bavardage et on passe à un autre sujet arrive. On fait un mois de bavardage, le temps passe et le temps passe. Un sujet de discussion de Congossa qui a animé la toile ces jours-ci, c'est le cas de Maître Ndoki. J'en parle aujourd'hui parce que bon, c'était un peu de trop. Je n'avais pas voulu en parler. C'est un problème interne d'un parti politique. Pourquoi est-ce que cela fait tant de bruit? J'ai dit quelque part que si le bavardage pouvait développer un pays, le Cameroun serait le premier pays développé du monde. Le Cameroun serait la première puissance du monde. On fait du bavardage. On s'attaque dans des affaires qui n'ont rien à faire avec le problème fondamental du Cameroun. Je suis obligé de parler de ce cas aujourd'hui et je n'en parlerai plus parce que c'est un non-événement. C'est une affaire du parti. Le parti doit trancher et faire ce qu'il en a à faire. Bon, mais je veux juste jeter un regard pour permettre à beaucoup de personnes de réfléchir. Quand j'ai vu, je ne la connais pas, je la vois sur les écrans, donc si je la vois en rouge, je ne la connaîtrai pas. Je ne connais pas Maître Ndoki. Je la respecte pour son courage, parce que j'ai vu une fois, on l'a traîné dans la rigole, les policiers l'ont traîné dans la rigole, on l'a trempé complètement dans la boue, parce qu'elle luttait pour le Cameroun. Ça, c'est un événement qui a suscité ma sympathie. La deuxième fois que je l'ai vu sur l'écran, c'est quand elles ont tiré sur elle, n'est-ce pas, avec une jambe saignante. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup gêné et qui, une fois de plus, ont renforcé ma sympathie pour elle. Moi, je me suis dit, alors voilà, c'est une femme qui est très engagée. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont passés en temps qui me font poser beaucoup de questions. Il est dit qu'elle a rencontré, et elle a dit elle-même qu'elle a rencontré Atangandi 2 fois. Un monsieur comme Atangandi 2 fois. Atangandi, c'est un monstre froid. C'est un monstre froid. Et quand vous côtoyez
des individus avec une vibration négative, comme à Tangandi, vous ne sortez pas intact. Je peux vous dire avec beaucoup d'assurance, vous ne pouvez pas sortir intact. Donc, le fait de rencontrer ce monsieur deux bonnes fois, sans une raison vraiment valable, jette du discrédit à cette dame. Le RDPC, comme je l'ai toujours dit, c'est une secte. C'est-à-dire que vous ne sortez pas, vous y entrez, mais vous ne pouvez pas sortir indemne. Quand vous y entrez, même quand vous frottez à ce parti-là, vous êtes frappé. Donc, Maître Ndoki, disons qu'elle s'est discréditée en rencontrant en deux fois ce monsieur qui est une honte pour la République. Le ministre a tout fait, ministre de l'administration territoriale, ministre de l'éducation, ministre de la tuerie, ministre de tout. Ce monsieur est tellement dangereux, une fois de plus, que vous ne pouvez pas le côtoyer sans avoir des marques sur vous. Donc, déjà, ça, c'était le premier signe, un des éléments qui m'a un peu gêné, qu'il ait rencontré le président Kamto avant, qu'elle ait consulté le président Kamto ou pas, vraiment rencontrer deux fois ce monsieur. Moi, ça me fait poser des points d'interrogation sur son intégrité et sur son honnêteté dans le parti. Un autre point que j'ai pu constater, et cela a été diffusé sur plusieurs réseaux sociaux, elle est venue sur les réseaux sociaux et elle a parlé de son projet de société. Cela m'a fait encore poser beaucoup de questions parce que si vous êtes dans un parti politique et vous parlez de votre projet de société, ça veut dire qu'il y a ambivalence. Il y a quelque chose qui cloche là. Ça veut dire qu'elle prépare quelque chose. Beaucoup de gens n'ont pas vu cela venir. Vous devez parler de l'idéologie du parti, de la philosophie du parti que vous incarnez, et non pas venir avec votre philosophie. Ça, c'était des signes qui montraient qu'il y a quelque chose qui s'est préparé. Beaucoup de gens n'ont pas vu cela. Beaucoup de gens n'ont pas vu cela venir. Parce que normalement, dans un parti bien organisé où on fait l'éducation politique, ça c'est inadmissible. On ne devrait pas faire ça. L'idéologie du parti est déjà suffisamment vaste que les militants même ne sont pas éduqués. Quand je vois beaucoup de ces membres du MSC, vraiment ils sont légers. Beaucoup ne parlent, ils ne connaissent rien de la politique. Beaucoup ne connaissent pas le fondement du parti, ne connaissent pas l'idéologie. Ils ne connaissent même pas le projet de société du président Kamto. Beaucoup sont ignorants. Il devait passer le temps à comprendre la philosophie pour que s'il n'est plus aujourd'hui, que ça continue. Ce n'est pas le cas. Donc il y a tellement de choses à faire. C'est quand j'ai vu les deux livres qu'il a pu sortir là, moi je dis que c'était des documents que les gens devaient beaucoup exploiter pour bien comprendre. Mais je dis une fois de plus, quand vous parlez de votre idéologie personnelle, de votre projet de société personnelle, ça fait poser beaucoup d'interrogations. Et autre élément que j'ai pu constater, je vous fais seulement, je ne prends pas de décision. Autre indice de discussion, c'est quoi? Selon les informations de plus en plus crédibles, elle aurait tenté de fuir le pays plusieurs fois. Ça, c'est des choses qui sont revenues plusieurs fois dans les discussions. Si vous avez l'intention d'être capitaine dans un bateau, et qu'au moins de rien, vous cherchez à quitter le bateau en premier lieu, cela veut dire que si vous avez l'occasion d'être véritablement le capitaine du bateau, au moins de rien, vous laissez les passagers du bateau et vous fuez. C'est un peu comme si vous quittez le pays, ça veut dire que vous avez trahi. C'est un peu comme Zelensky. Lui-même, il sait qu'il n'a plus de chance de gagner le combat, mais il fait du bruit, il est sur place. Si vous entendez aujourd'hui que Zelensky a fui et qu'il est aux États-Unis, le combat est fini. Le match est fini. Il est sur place, malgré les atrocités, il lutte sur place. Autre indice de réflexion, et on nous a fait savoir sur les antennes qu'elle est allée en exil, je crois pour 2 ans. Elle est en exil. Ça veut dire qu'elle a quitté le bateau. Quoi qu'on en dise. Quelle action a-t-elle menée pour le MSC en Côte d'Ivoire où on dit-on elle était exilée? Personne n'a vu. Mais ce qui est surprenant, c'est que on annonce son retour au Cameroun. De l'exil, selon ce qu'on dit. Quelque part, sans m'ingérer dans leurs affaires, il y a affaire louche. Parce qu'en matière, en droit d'exil, si vous allez en exil,
parce que vous estimez que vous êtes menacé dans votre pays. Vous n'avez plus le droit de rentrer quand le régime qui vous menace est encore sur place. Si vous rentrez dans votre pays d'origine, alors que le régime n'est pas tombé, vous perdez votre droit d'asile. Expliquez donc comment le régime n'est pas tombé et elle rentre d'exil. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de flou dans ce qu'on fait là? Et pour aggraver la situation, elle se fait interroger par une chaîne du RDPC, Canal 2. Autant de flou qu'elle entretient dans l'esprit des Camerounais. Elle se fait entretenir par Canal 2, une chaîne du RDPC. Bon, ça peut simplement dire qu'elle a un peu beaucoup ce penchant RDPCiste. Je ne tranche pas, mais je vous fais seulement réfléchir. Et ça, c'est des choses qui font pousser à la réflexion, qui poussent les gens à réfléchir. Est-ce que c'est encore elle? Est-ce que c'est encore elle? Et pour finir, elle a posé sa candidature à la présidence, ce qui n'est pas mauvais. Eux seuls savent comment le texte de parti se présente. Ça, il n'y a rien à faire. Si elle est capable de poser sa candidature, si elle est éligible, elle peut poser sa candidature. Et si elle gagne, elle gagne. Mais, à partir de tous ces éléments que j'ai développés là, elle-même, elle sait qu'il est difficile, sinon impossible pour elle, de gagner le professeur Kamtou. Et le scénario que j'entrevois, c'est que après sa défaite cuisante, elle va crier, peut-être, elle peut crier par exemple à la tricherie et faire une scission dans le parti, aller avec ces éléments. Elle peut utiliser la fibre tribale, dire ouais, je n'ai pas gagné parce que sur Sawa, c'est un parti de Bamileke, comme ça se dit, et maintenant rallier les Sawa derrière elle. Et c'est ça qui fait penser à plusieurs personnes qu'elle serait manipulée par le régime en place pour faire une scission dans le MRC. Je ne le tranche pas, la vérité nous dira, mais soyons très vigilants. Si elle veut aller aux élections, qu'elle parte. Si elle gagne, c'est tant mieux. Mais il faut éviter que les membres du MRC ne crachent pas sur elle. Préparez-vous à une compétition, dans une compétition saine. Les paroles blessantes qui poussent les gens à réfléchir autrement des membres, ça n'aide pas le parti. Vous voulez être démocrate, soyez démocrate. Évitez de jeter des paroles, etc. pour discréditer telle personne. J'ai fait des analyses juste pour que les gens comprennent. Et ça, c'est des choses que chacun peut vérifier. Ce n'est pas le Congo, ça comme certains peuvent le croire. C'est des choses qui se sont passées. Et comme je vous l'ai dit, on va de distraction en distraction au Cameroun. Un pays qui est en train de sombrer. Un pays qui sombre. C'est le cas de Sam Soya, que vous connaissez. Sam Soya offre un spectacle aussi désolant ces jours-ci. Président de l'Africa-Fou, d'accord, mais qui subitement se retrouve dans les gradins après un match. Et selon cette vidéo, on a montré une vidéo dans laquelle il dormait carrément pendant le match. Et subitement, il vient dans un ton suffisamment arrogant pour attaquer les joueurs. Je ne sais pas, c'est s'il a au moins une notion de communication, mais ce qu'il a fait là, c'est désagréable. Vous ne pouvez pas parler aux pères d'enfants avec cette arrogance, parce qu'ils observent la scène. Après, ils rentrent chez eux, ils voient comment un petit monsieur gronde leur père comme ça. C'est un manque de professionnalisme. C'est une violation de la hiérarchie. Tu es là-bas, tu dis que tu es en tête de l'Africa-Fou, d'accord, mais reste là-bas. Selon la chaîne de commandement, il devait demander à l'entraîneur de lui rendre compte. Et après une discussion avec l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui devait, n'est-ce pas, s'adresser d'une certaine manière aux footballeurs. Ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Parce qu'il y a délégation de pouvoir. Vous avez vu la photo humiliante de Son qui était là, tout misérable. Qui était donc Son? L'entraîneur ou le joueur? C'était trop de confusion pour ceux qui analysent les images. Triste. Et à ce rythme, ce monsieur de l'Africa Foot va se retrouver sur le stade en train de jouer. Non. Non, reste à ta place. Bon, moi je n'ai rien contre cela, mais ce que j'ai vu était désagréable. C'était désagréable.
Quand vous êtes au sommet, déléguez la fonction, observez le match, faites des critiques du match avec l'entraîneur. Est-ce qu'il peut faire ça avec un entraîneur blanc? Je ne crois pas. Parce qu'ils ont ce complexe de supériorité. Et il faut encore voir même combien on gagne. Quand on prend un entraîneur étranger, on le paie en termes de millions. Il dort dans les hôtels. Mais puisque c'est un Camerounais, on va lui donner quelques jetons. Et puis on va le chosifier comme on le chosifie là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si vous avez confiance à l'entraîneur, donnez-lui l'entière confiance. Et moi j'ai dit, plus pour constater que Sam Sawyer, là où il met la main, la probabilité que cela échoue est très grande. Je ne dis pas cela pour le dénigrer, mais vous avez constaté toutes les entreprises qu'il entreprend, tout ce qu'il entreprend échoue dans la plupart des cas. Il sait pourquoi il échoue, je sais pourquoi il échoue. Les personnes qui ont des lunettes spirituelles savent pourquoi il échoue. Donnons le temps au temps, et avec tout ce qui se passe là, vous reviendrez un jour et on en discutera. Donc maintenant, le Cameroun va naître, un nouveau Cameroun va naître, qu'on le veuille ou pas. On peut nous distraire, on peut faire tout ce qu'on va faire là, mais d'ici peu, un nouveau Cameroun va naître. C'est ce qu'on va appeler la troisième république du Cameroun. Qu'on le veuille ou pas, le temps arrive. Les Camerounais doivent se préparer à cette troisième république au lieu de regarder en spectateur. Et comment est-ce que on projette, moi je fais juste une suggestion, je n'ai pas la dernière vérité, je veux vous faire une projection de l'allure du gouvernement de la troisième république. J'ai fait une observation, n'est-ce pas, du système américain, comment l'Amérique fonctionne. L'Amérique fonctionne avec 25 membres, y compris, je dis bien 25, hein, 25 membres, y compris le poste du président, du vice-président. 25 membres. Oui, avec combien? 15 personnes, chefs de département. 15. 25 personnes. 25. Voilà tout le gouvernement de l'Amérique qui a 50 États, qui est très vaste. Au Cameroun, quand les élections arrivent, celui qui on crée des pseudo-partis, celui qui est en tête, il crée des pseudo-partis. N'est-ce pas? Après, on rassemble tous ces partis pour avoir la voix majoritaire et pour récompenser, n'est-ce pas, ceux qui ont aidé à tricher pour que le dictateur se maintienne. On crée des pseudo-ministères. On crée même des ministères, des ministres délégués. C'est-à-dire qui n'ont rien à faire, juste pour les récompenser pour le sale boulot qu'ils ont pu faire. Je pense qu'au Cameroun, je pense bien qu'on peut faire un gouvernement de 9 ministres au Cameroun. Je peux me tromper, mais je vois qu'on peut fonctionner avec 9 ministres au Cameroun. Le premier ministre, c'est quoi? Ministère, c'est quoi? Un ministre de l'enseignement. Ministère de l'enseignement. Maintenant, avec des sous-délégués, des délégués à l'enseignement primaire, délégués à l'enseignement secondaire, délégués à l'enseignement supérieur. Voilà un ministère. Et on fait suffisamment de délégations de façon à permettre que chaque sous-délégation puisse traiter tous les dossiers. Ça, c'est possible. Le deuxième ministère que je peux constater, c'est le ministère de la Santé. Parce que la santé est primordiale. On ne peut pas combiner ce ministère avec un autre ministère. Un autre ministère, c'est le troisième ministère, c'est le ministère du sport. Oui, parce que là, c'est également un domaine dans lequel on ne peut pas facilement combiner avec d'autres. Le quatrième ministère que je suggère, c'est le ministère de l'économie. Un ministère de l'économie avec un chef de département de l'économie qui gère les affaires de l'économie du Cameroun. Et qui a plein de délégations. Il a le même pouvoir que les ministres ont aujourd'hui, mais de façon sous une autre personne. Donc un sous-département de l'économie, un sous-développement du transport, parce que le transport fait partie de l'économie. Le transport fait partie de l'économie. Un sous-département de l'économie qui s'occupe des infrastructures, c'est-à-dire la construction des routes, construction des ponts, etc. Voilà, ça fait l'économie qui se réduit maintenant en 3 sous-systèmes.
Vous avez aussi le ministère, le cinquième, c'est le ministère des Relations extérieures, parce qu'il permettra de représenter le Cameroun sur le plan diplomatique. Ça, on ne peut pas mélanger cela avec un autre système, un autre ministère. On peut avoir un système ministère appelé ministère de la famille. Ce ministère de la famille va englober une délégation sociale qui s'occupe des affaires sociales. Vous tapez, l'enfant est brutalisé, etc. On peut voir ce département, tous les problèmes sociaux, c'est là. Dans la famille, on a également un département des personnes handicapées. Parce que les personnes handicapées au Cameroun sont marginalisées. Le Cameroun semble être un enfer pour les personnes handicapées. On fait un département des personnes handicapées. Un autre département pour les femmes. Exclusivement pour les femmes. Tous les problèmes de femmes, ça gère. Un autre département pour la jeunesse. Et un autre sous-développement, la jeunesse. Donc, quand on combine tout cela, on évite de faire ministère des Affaires sociales qui ne fout rien, ministère de la femme, ministère de ceci. On combine tout cela. Le septième ministère que je suggère, c'est le ministère de l'Habitat et de l'Environnement. L'habitat et l'environnement peuvent se combiner. Au Cameroun, il n'y a pas de plan d'urbanisation. Ça, c'est honteux. Chacun se construit où il veut, comme il veut. On s'en fout si, n'est-ce pas, on a le permis ou pas. Même dans les marécages, on construit. Le ministère de l'urbanisme a pour rôle de faire un plan d'urbanisation du Cameroun. Qu'on trace la ville. Douala, pour moi, est classé dans le cadre des bidonvilles. On trace Douala, on trace les villes comme Yaoundé, de façon à ce que cela ait l'allure d'une véritable ville. On ne prévoit rien. Les rues sont conçues comme on construit les rues comme on veut, sans caniveau. Quand il pleut, c'est l'inondation partout. On n'a pas de plan, rien. La ville n'a aucune architecture, rien. Regardez Yaoundé, c'est toujours la même Yaoundé, vieille Yaoundé qu'on connaît. Rien ne change. Les vieilles maisons, tout est là. On devait, dans le ministère de l'urbanisme, devait créer même des zones, des cases sociales qui abriteraient les personnes handicapées. Aux États-Unis, on a des quartiers pour handicapés, avec des rampes, des ascenseurs, etc. Les personnes handicapées qui veulent louer des maisons vont dans ces zones et sont prioritaires. On leur donne des maisons conçues par l'État. Ils habitent dans des maisons équipées avec des ponts. Tout est aménagé pour les personnes handicapées. C'est faisable. Et qu'en plus des personnes handicapées, on peut aménager ça où les fonctionnaires peuvent habiter. Si tu es fonctionnaire, tu es habitué, affecté peut-être du nord à Douala. On peut te permettre de louer le logement social. Il n'y a pas presque pas de logement social au Cameroun. Donc le ministère de l'urbanisme peut s'occuper de ce genre de dossier. Le 8e ministère que je vois, c'est le ministère de l'Armée, parce que c'est un grand ministère. Le 9e et dernier, c'est le ministère de la Justice. Ça fait 9 ministères on peut faire fonctionner le Cameroun de cette manière. Et on n'aura donc pas de ministre délégué. Pas de ministre délégué qui viennent là qui sont budgétivores. On limitera ainsi les dépenses et on pourra utiliser le surplus, ce surplus budgétaire pour faire d'autres choses. Et pour diminuer, pour tuer, n'est-ce pas, l'embouteillage ou bien le retard dans le traitement des dossiers, on exige cette fois-ci qu'un dossier ne soit traité qu'au plus pendant 2 jours. 2 jours. Si après 2 jours, vous n'avez pas fini de traiter un dossier, vous aurez des demandes d'explication. Regardez les gars de OTS. Quelqu'un sort de l'école, il dépose son dossier dans un ministère. Ça fait 2 ans dans le même bureau. Il faut qu'il vienne physiquement pour monnayer, pour que son dossier quitte ce bureau pour aller dans un autre bureau. Il fait 6 mois le dossier dans le deuxième bureau. Il faut qu'il revienne à Yaoundé. Tout est concentré à Yaoundé. Concentration, hyper concentration. Donc, pour que son dossier aboutisse finalement, il faut qu'il fasse 5 ans sans salaire. Même 10 ans, il va m'arrêter sans toucher. Alors que si on a 2 jours et on commence à traiter le dossier des enseignants dès leur dernière semaine, dès leur dernier mois à l'école. Si bien que dès qu'ils sortent de l'école, ils ont leur intégration. Nayo, ils ont leur intégration. Et j'ai été surpris de voir que on ne veut même plus les intégrer. N'est-ce pas? On dit que si tu sors maintenant de l'institut, tu ne peux plus être, tu n'es plus sûr que tu vas passer encore un concours d'intégration pour la fonction publique.
alors que le ratio élève-professeur est très, très mauvais. Je suis professeur aux États-Unis, on a une carence des enseignants, on ne sait plus ce qu'il faut faire. L'année prochaine, ça s'annonce très triste. On cherche les professeurs avec la torche, on n'en trouve pas. Comment est-ce que le Cameroun peut avoir tellement d'enseignants au point de ne plus savoir en quoi en faire, de dire qu'il ne peut pas les intégrer? On va où là? On va où? Donc, il faudrait quand même qu'on comprenne que on peut lutter contre ce retard. Et puis, pas tout est argent, on corrompt tout. On dit même que les enseignants, les élèves pour sortir de l'école normale, vont désormais payer les frais de décoration de la salle. C'est pour faire quoi? Toujours de l'argent, du faux, du faux, du faux. Donc, moi, je pense que quelque part, il faut désengorger le système. On peut traiter le dossier d'un fonctionnaire à Douala, à Yaoundé, etc. C'est pour cela que moi, j'ai toujours prôné le fédéralisme. Le fédéralisme, même à 10 États. Vous êtes à l'ouest, on traite votre dossier à l'ouest. Vous êtes dans le littoral, on traite votre dossier au littoral. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Yaoundé. On concentre tout et on sème de créer des réseaux de corruption. Des réseaux de corruption. Alors, autre changement que j'aimerais bien voir dans la Troisième République, c'est qu'il faudrait changer le nom du Cameroun. Cameroun, rivière de crevettes. Rio dos Camaroes. Il faut changer ça. Il faut changer. Parce que la Troisième République va naître. Il faut changer le nom Cameroun. Rio dos Camaroes, rivière de crevettes. Il n'y a plus de crevettes au Cameroun. On a vendu la mer, les gens sont venus faire la pêche industrielle. Ils ont vidé toutes les crevettes dans l'eau. Il n'y a plus. Donc le nom du Cameroun ne se justifie plus. Autre changement que j'aimerais bien suggérer, c'est qu'il faut changer l'hymne national du Cameroun. L'hymne national du Cameroun doit être changé. J'ai fait ce constat il y a plusieurs années. Il a fallu que Richard Bona, qui est également musicien international, puisse confirmer ce que j'avais dit. L'hymne national du Cameroun, c'est du plagiat. Plagiat de l'hymne de la France. Moi, j'avais démontré ça, j'ai expliqué ça. Il a fallu que Richard Bona, qui est musicien, qui vous explique encore. J'espère que vous avez suivi ce que Richard Bona a dit. C'est du plagiat. Il faut supprimer cet hymne national et créer quelque chose de véritablement camerounais. Et Richard Bona a même offert à créer l'hymne national gratuitement pour le Cameroun. Oui, on peut créer. Voilà. Alors, et autre point, autre aspect de la Troisième République, il faut débaptiser les rues. Parce que les rues du Cameroun sont à l'image des Camerounais. Qu'est-ce qu'on voit au Cameroun? Si ce n'est pas les noms des Occidentaux, des Français qui nous ont opprimés, les noms des rues sont bizarres. Carrefour, j'ai raté ma vie. Carrefour sans caleçon. Carrefour tonnerre. Carrefour 1000 problèmes. Carrefour ceci. Carrefour rue de la joie. Voilà comment les Camerounais, n'est-ce pas, nomment leur rue. Alors, est-ce que c'est normal? Donc, ça représente ici ce que les Camerounais sont. Et moi, je reviendrai à ceux qui veulent parler, vous pouvez parler, vous pouvez prendre la parole parce que l'antenne est ouverte. Ce que moi je pense, c'est que face à la vie chère dans le monde entier et au Cameroun en particulier, les Camerounais de la diaspora devaient cesser d'envoyer des Western Union au Cameroun. Puisqu'on a tenté tous les moyens pour demander aux Camerounais, alors prenez votre destin en main, ils ne veulent pas. Il ne faudrait plus que les enfants de la diaspora qui ont déjà leurs propres problèmes envoient des Western Union au Cameroun. Cela va avoir un véritable impact. Les familles, vous savez, au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On nous endort avec la bière. Même dans la vie difficile, un Camerounais sirote ses 3, 4, 5 bières par jour, même s'il ne mange pas, même s'il ne ravitaille pas sa femme. Il a encore ses 6 bières par jour. L'argent de la bière ne manque pas. Mais imaginez maintenant qu'il soit appauvri au point qu'il manque l'argent pour acheter une bière. Cela risque de donner l'effet que nous souhaitons. N'est-ce pas? Je voudrais que les enfants de la diaspora ne gardent plus leur argent, dépensent plus leur argent pour envoyer au pays. Pourquoi? Parce que quand ils envoient, si les gens du village, du pays, ne gaspillent pas dans la boisson,
Ils gaspillent dans les religions qui les endorment. Je vois que des enfants, on envoie de l'argent alors que vous empruntez de l'argent ici pour envoyer. Des gens vont à l'église remettre l'argent. Ils disent qu'il faut remettre la dîme à l'église. Remettre la dîme au pasteur. Toi, tu souffres, tu envoies ton argent, ça finit dans les poches d'un pasteur. Est-ce que c'est normal ça? Donc, moi, je pense que la Troisième République, qu'on le veut ou pas, va naître. Et comme je l'ai dit, vous pouvez appeler, le numéro s'affiche là, vous pouvez appeler, je vais vous prendre. Mais soyez seulement poli et apportez des suggestions constructives. Le débat est ouvert, c'est le 240 807 82 15. Vous pouvez appeler, je vais vous prendre. Donc, le Cameroun, qu'on le veut ou pas, va naître. Et la Troisième République va naître. Et la transition risque d'être sanglante si les Camerounais ne s'organisent pas bien. Parce que nous avons au Cameroun un gouvernement de gérontocrates, c'est-à-dire des vieux à l'actif de la mort, qui croient qu'ils sont immortels. Si au Cameroun aujourd'hui on déclare officiellement la vacance du pouvoir, ou bien la mort de ce fantôme-là, à quoi va ressembler le Cameroun? Ce sera le déclenchement d'une guerre civile. Je ne souhaite pas. Il n'y a pas de préparation de la succession au Cameroun. Celui qui est supposé déclarer la vacance du pouvoir et du parti du pouvoir, il ne peut pas déclarer. Celui qui pourra prendre le pouvoir pour au moins 90 jours, il est du parti du pouvoir et il est à l'actif de la mort. Quand vous regardez toutes ces personnalités-là, c'est des gens qui sont fatigués, qui ne peuvent même pas tenir le pouvoir pour un jour. Le Cameroun donc tombe dans l'impasse dès qu'on annonce la vacance du pouvoir ou la fin du régime. C'est pour cela que moi, j'ai même suggéré, j'ai même souhaité que la transition se fasse au style malien, qu'un monsieur du régime de militaire qui sacrifie tout, oublie tous les avantages qu'il a là et qui prenne les commandements, nettoie le Cameroun parce que le pays est trop sale. Il nettoie le Cameroun et remet à un civil. La situation est si grave, si bien que si aujourd'hui, on passe la Troisième République que j'annonce là, le président habitera où? Au palais de Toudi. C'est le temple des satanistes. Et Toudi, qui est supposé être le palais du peuple, est un temple de toutes les démonstrations du Satan. On fait toutes les pratiques mystiques là, dedans. Le troisième président doit tout faire pour éviter cet endroit-là. C'est avec les pratiques mystiques qu'on y fait, n'est-ce pas, qu'on contrôle tous les Camerounais. Ils ont confondu le palais du peuple à la maison d'habitation personnelle. N'est-ce pas? Des pratiques mystiques. Tout y passe. Où vivra où est-ce que le troisième président va travailler? Il faudra commencer à réfléchir dès maintenant. Donc, j'ai fait cette émission pour que les Camerounais commencent à réfléchir au lieu de rester endormis et d'être surpris. Parce que la surprise sera très, très négative. Si vous ne préparez pas la Troisième République dès maintenant, le pire va arriver. L'antenne est ouverte. L'antenne est ouverte, vous pouvez parler. Vous pouvez appeler pendant qu'il lit les commentaires. Alors, il y a... On va vers la transition. Élisée dit, on va vers la transition politique au Cameroun. Là, c'est évident. Élisée dit, la guerre crée l'inflation sur les produits pétroliers et des produits agricoles et engrais. Ça, c'est clair. Mais Élisée, la question que j'aimerais bien poser, c'est que vous avez vu Macky Sall offrir un spectacle désolant ces jours-ci en allant au Sénégal, au Mali, en Russie. Est-ce que ce n'est pas une honte pour un président africain d'aller en Russie quémander l'engrais, quémander ce qu'on a en Afrique? L'Afrique a tout ce dont elle a besoin pour réussir son économie. Elle n'a pas besoin tellement de l'engrais de la Russie. On n'a pas tellement besoin. Tout est sur place. Tout est sur place. Macky Sall est allé suivre les Africains. Il est rentré avec zéro produit dans son sac. Et il fallait s'y attendre. La seule différence avec lui et les autres présidents qu'on a reçus, c'est que la table était toute petite.
Au moins, Poutine a rapproché sa table pour le recevoir, contrairement à Macron, où les tables étaient kilométriques. En dehors de ça, je ne vois pas ce que Poutine allait faire, l'autre allait faire en Russie. Et Élysée dit, tout le monde demande l'allègement de ces sanctions, surtout sur les produits agricoles, les engrais, le pétrole et le gaz. Bon, est-ce qu'ils vont aussi accepter de lever les sanctions? Point d'interrogation, puisque Poutine utilise ça comme une forme d'arme. S'il lève les sanctions, Poutine peut aussi lever, n'est-ce pas, l'embargo sur les engrais. Que vont faire les agriculteurs européens qui comptent essentiellement sur l'engrais de la Russie pour développer leur agriculture? Fallait-il absolument sanctionner jusqu'à ce point? Sachant que c'est une sanction qui n'a pas d'importance, qui ne doit pas créer l'effet escompté. C'est tout le monde qui en subit, c'est tout le monde qui subit ces sanctions. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Quelqu'un, Franck qui dit, la première fois on l'a capturé à la frontière du Nigeria. On l'a capturé à la frontière du Nigeria. Oui, moi j'ai dit que un vrai commandant ne doit pas quitter le bateau. Ça c'est clair. Un vrai commandant de bord doit rester dans le bateau jusqu'à ce que le dernier passager quitte. Et là, il peut se noyer ou bien... Ça c'est... Si vous êtes en train de fuir, là il y a problème. Il y a problème. Donc vous pouvez appeler, hein, l'antenne ouverte. J'ai encore quelques minutes. Après quelques minutes, je vais fermer l'antenne. Donc, la Troisième République, là, nous préparons. Quand une femme est enceinte, il faut qu'on prépare les layettes, qu'on prépare les couches, qu'on prépare les trucs pour attendre. Sinon, dès que l'enfant arrive, vous allez porter l'enfant avec quoi? Vous allez porter l'enfant avec quoi? Cette Troisième République va naître, qu'on le veuille ou pas. Elle va naître. Je dis bien, même pas césarienne. Nous avons tenté de l'extérieur. Vous devez tenter également de l'intérieur comme vous voulez, comme vous pouvez, pour que cela arrive. Oui, il faut le faire, les gars, il faut le faire. Le Camerounais maintenant est semblable à un chien qui a été longtemps enchaîné. On a libéré le Camerounais. La chaîne est brisée, mais le Camerounais refuse de partir. Il croit qu'il est encore sous la chaîne. Il croit qu'il est encore sous la chaîne. C'est ça le problème du Camerounais. Est-ce que vous avez vu un chien qui est longtemps enchaîné là? Il est longtemps enchaîné, mais il n'a pas la possibilité d'aller où il veut. Mais on coupe la chaîne, le chien refuse de s'en aller. Rien n'empêche les Camerounais de se développer aujourd'hui. Et le Cameroun devient une honte mondiale. Quand vous causez avec les Sénégalais, les Maliens, ils disent que vous là qui avec un régime qui dure plus de 40 ans, nous on ne peut pas permettre ça chez nous. Qu'est-ce que le Malien a de plus que le Cameroun? Qu'est-ce qu'il a? Au Mali, il y a des tribus. Les gens croient qu'au Mali, il n'y a pas de tribus. Au Mali, il y a des tribus comme au Cameroun. Mais les gars ont vite compris qu'il faut aller au-dessus de ces tribus pour penser à la nation. Et c'est comme ça qu'ils ont fait bloc derrière un président. Ils ont renversé le régime. Et voilà où ils sont. Dans les prochains mois ou années, les Camerounais n'auront pas honte d'aller demander la nationalité malienne. Les Camerounais. Ou bien aller au Mali faire les études. Pourtant, c'est le Cameroun qui était considéré comme l'Afrique en miniature. On disait que au Cameroun, c'était ceci. Il est aujourd'hui réduit à sa simple expression. Ce n'est pas les Maliens qui venaient chez nous taper les coq. Et ils cousaient les habits, on leur donnait les 25 francs. Regardez où ils sont en train d'aller. Regardez où ils sont en train d'aller. La Chine a fait pareil. Nous avons aidé la Chine il y a quelques années. Regardez où la Chine est. On mendie à la Chine. Qu'est-ce qui empêche le Camerounais de prendre son destin en main? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui empêche? La peur. Bien, si on veut rester dans la peur, continuons à faire ce qu'on dit. Oh, on va faire comment? Mais je vous assure, je vous dis avec beaucoup d'assurance, que si le Camerounais est asphyxié financièrement, au point de ne plus avoir de quoi manger, il n'a plus de quoi prendre une bière là. On n'a pas besoin de lui dire de sortir. Il va sortir. Il va sortir. C'est tout. Vous voyez, au Cameroun, on passe le temps à chanter. Ceux qui ne sont pas au bar, ils sont dans les églises. Chanter Papa Yeso à longueur de journée. Les églises ont déjà développé un pays. Quel est le pays qui a été développé par les églises? Les églises born again. On passe le temps à chanter, faire des perversions.
N'est-ce pas? Je vois une autre église dans laquelle on luttait même. Les fidèles sont en train de lutter entre eux. Les pasteurs qui prennent les femmes des fidèles. Parce que à longueur de journée, la femme, elle oublie même son travail conjugal. Elle est toujours derrière le pasteur, lundi matin, de lundi à dimanche. Il faut qu'on arrête. Si moi j'avais pouvoir de décision, je supprimerais toutes ces églises. Je fermerais toutes ces églises et ouvrir chaque église après étude du dossier. On passe le temps à nous chosifier. Je prépare une émission sur comment les églises les colons ont utilisé les églises pour nous endormir. Oui, il faudrait que nous sortions de ce genre de religion d'endormissement-là. Au Cameroun, aujourd'hui, si on n'est pas à l'église, on est dans la boisson. Le feu Atépa Yéné nous explique qu'en un an, les Camerounais boivent l'équivalent du fleuve Vouri. Fleuve Sananga. Est-ce que c'est normal pour un pays qui cherche à se développer? C'est normal? Boire. Ça veut dire qu'on fabrique des ivrognes. Un alcoolique ne peut pas fabriquer un enfant normal. Il ne peut pas. L'enfant va sortir mentalement diminué. Entre-temps, vous tournez l'économie de la France en achetant cette bière. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas se prendre en charge, réduire la consommation de la boisson? Moi, je suis président, je mets la boisson, la bière à 2000, même 5000 pour limiter la consommation. Je supprime tous les jeux de hasard, la PMUC. On a chassé PMUC dans tous les pays d'Afrique, sauf le Cameroun. Ils passent le temps à vous montrer des histoires, la course des chevaux, combinaison gagnante, chevaux numéro 1, cheval numéro 1, 2, 3. On vous trompe, on prend votre argent, on appauvrit le pauvre, on prend votre argent et on envoie pour nourrir les chômeurs français. Le jeu de hasard dans un pays en développement devait être interdit, banni. Oui. Pendant ce temps, on met les bonus, les parents sortent le matin, ils ont les papiers, de gros papiers pour apprendre à faire les combinaisons à longueur de journée. Combinaisons gagnantes. Ils espèrent qu'ils vont gagner des millions. En même temps, la France s'enrichit. Et autre fait que j'aimerais bien que les Camerounais commencent à faire, les Camerounais, pour préparer la Troisième République, devaient se préparer à une véritable démonstration pour exiger le démantèlement de la base militaire de Douala. Il existe bel et bien une base militaire à Douala. Les Camerounais devaient exiger qu'on démantèle cette base. Pourquoi est-ce que les Français installent une base militaire à Douala? Est-ce que le Cameroun est en danger pour qu'on le fasse? Nous pouvons nous prendre en charge. Donc, les Maliens l'ont fait. Ils ont chassé les Français. Les Camerounais doivent chasser les Français du Cameroun. On en a assez. Donc, j'ai dit l'essentiel. Si vous voulez participer, l'antenne est ouverte. Et il y a pas qui dit elle est là. Que nous voulions ou pas. Tu parles de quoi? Qu'est-ce qui est là? Et l'autre Théo dit les églises de réveil ne sont pas le problème. La réalité, c'est que ces églises de réveil sont transverties au Cameroun. Bon, Théo, ça c'est une contribution. Merci pour ta contribution. Mais si vous avez des églises dans lesquelles, au lieu d'aller travailler, vous passez tout votre temps à la prière, est-ce que la prière là peut aider quelqu'un à réussir économiquement? Si tu es un élève, tu prépares le baccalauréat. Au lieu de passer le temps à mémoriser les chapitres, tu passes ton temps dans les églises. Papa Yesola ne va pas venir t'aider le jour de l'examen à passer. Non. Tu peux prier, mais il faut travailler plus. Travaille plus, prie. Mais ne dis pas que tu vas passer le temps à prier comme on voit là, à longueur de journée. On est dans les églises, on tape des tam-tam, on dit qu'on est en train de développer le pays. Non. La Chine se développe sans église. La Russie n'a pas d'église. Et ce que j'ai constaté, je lisais un article qui me sidère. Même aux États-Unis, les Noirs qui ont trop souffert, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des grandes surfaces, des entreprises. Au lieu qu'ils gèrent de façon à ce que cela puisse montrer l'exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils
gèrent mal pour la plupart, ça va en faillite et ils transforment la surface en des églises. Ils passent à longueur de journée dans les églises à chanter Jésus, Yesu, Yesu. Mais les églises des Blancs sont vides. Les églises des Blancs sont vides aux États-Unis. C'est les églises qui sont bondées de monde, sont les églises des Noirs. Pourquoi? Je n'ai rien contre les religions, mais je pose la question de savoir pourquoi est-ce que ce sont les églises des Noirs qui sont bondées de monde alors que les églises des Blancs ne le sont pas. Ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose, mais les Noirs ne continuent pas, ils ne voient pas cela. Bien, j'ai dit l'essentiel. Merci à tous ceux qui étaient là. L'objectif de cette conférence, c'était de pousser les Camerounais à la réflexion pour qu'ils comprennent que s'ils ne préparent pas la Troisième République, cette Troisième République, comme un bébé, va les surprendre. Elle va surprendre les Camerounais. Est-ce que les Camerounais ont la possibilité d'exiger la vacance du pouvoir? Point d'interrogation. Je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle. Hein. Allô? 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 Oui, bonsoir, Pro. Oui, bonsoir, Pro. Tu veux participer? Oui, c'est Chasserie Kansla, je voudrais participer là. Je t'écoute. Oui, je dis déjà bonsoir à tous ceux qui sont dans ton live. Bonsoir à toi-même. Malheureusement, je prends le live vers la fin. La Troisième République verra le jour tôt ou tard. Ça, c'est clair. Bon, certains discutent encore, ça se discute encore si c'est la Deuxième République ou si c'est la Troisième République parce que M. Biya n'est que la continuité de M. Ahidjo. Donc, c'est la même politique qui a continué. D'ailleurs, ce sont les mêmes ministres depuis presque 50 ans. Les Bello Bouba Maïgari qui était aussi ministre sous Ahidjo, tous ces gens-là. Ok, je voudrais intervenir sur le dernier point que tu as évoqué parce que je te prends vers la fin. Oui. C'était le point des églises. Bon, déjà, je voudrais dire un mot par rapport à l'embargo. C'est-à-dire que depuis le début de la lutte, en fin 2018, j'avais proposé, quand par mes recherches, j'ai su que la diaspora payait 10% du PIB, du produit intérieur brut. J'avais proposé dans plusieurs groupes et autres, même lors de mes directs, que nous fassions l'embargo sur les envois de Western Union, MoneyGram et tout ça. Mais malheureusement, ça n'a pas été suivi. Les gens pensaient que non, c'est trop dur, il y a des malades, il faut aider, il faut scolariser les enfants, il faut. On ne peut pas voir une chose et son contraire. Et je leur donnais toujours pour exemple notre solution. Moi, je crois en un grand soulèvement populaire parce que même les élections de 2025 là vont accoucher d'une souris parce que rien n'a changé. Le code n'est pas consensuel du tout. Et chaque fois que les gens se sont réunis pour travailler à propos, ils ont été dispersés, donc ils sont combattus. La guerre du Nozo ne s'arrête pas. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'encourage les gens à aller tester dans les limites de l'électoral, alors que les cadres préalables ne sont pas remplis, que rien n'a changé. Donc, les mêmes produisant les mêmes effets, il est fort probable qu'en 2025, on se retrouve encore dans une histoire de hold-up parce qu'on a connu les élections. Puisque tous les instruments, tous les organes sont les organes du RDPC, disons-le clairement. Bon, maintenant, pour parler de l'embargo, si les Camerounais suivaient, si les Camerounais étaient conscients des enjeux, je pense qu'on se serait d'envoyer pour un temps, ne serait-ce que même pendant 6 mois, on te serait tout envoi envers le pays, qu'on regarderait un peu, on verrait un peu ce que ça produirait. Parce que qu'est-ce qui se passe? La diaspora, c'est la mamelle héritière des familles. Toutes les familles qui respirent au pays, qui peuvent rejoindre les deux bouts, ce sont des familles qui ont minimum 1 ou 2 membres à la diaspora. C'est la diaspora qui joue le rôle des affaires sociales. Regardez tous ces cas qui sont sur la toile. Ou c'est la diaspora qui doit envoyer de l'argent pour hospitaliser les concernés et tout. Bon, c'est vrai, il y a aussi les Camerounais de l'intérieur qui mettent la main à la pâte. Mais généralement, quand on entend les montants, c'est 1000 francs, c'est 2000.
Or, aucun membre de la diaspora n'envoie 1000 francs ou 2000 au Cameroun. C'est toujours à partir de 20 000, de 15 000, ainsi de suite. Donc, bref, je voudrais beaucoup plus intervenir sur le dernier point que tu as évoqué, parlant des églises réveillées. Il y a quelqu'un qui a écrit, je crois, en commentaire, que les églises réveillées ne sont pas le problème et patati patata. Bon, peut-être les églises réveillées ne sont pas le gros problème. Moi, je dis que les problèmes, les responsabilités sont partagées. Premièrement, la France-Afrique, les accords. Deuxièmement, nos présidents eux-mêmes, c'est-à-dire que les suppôts de la France-Afrique, les sous-préfets qui sont à la France-Afrique, qui passent le temps, au lieu de développer leur pays, passent le temps, parce que même le peu qu'on nous laisse, ils passent le temps de mettre ça dans des paradis fiscaux et à ne pas développer le pays, puisque à France-Afrique égale, il y a certains pays qui se sont démarqués. Donc il faut reconnaître aussi qu'il y a notre propre responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité de ces sous-préfets-là qui dirigent nos pays, qui ne sont pas en réalité l'émanation de la volonté populaire, qui sont juste des suppôts de la France. Donc c'est un marché. Une part, nous prenons, ça reste dans le trésor français. Une autre part, vous faites de ça ce que vous voulez. Et puis vous vous maintenez au pouvoir le plus longtemps possible. Ok, marché conclu, chacun gagne. Mais le grand perdant ici, c'est le peuple, c'est le Camerounais lambda. Alors, maintenant, il y a d'autres choses, c'est-à-dire que chaque Camerounais lui-même, le Camerounais lambda lui-même, rien ne m'oblige, par exemple, à devenir un alcoolique. Un pays où il y a encore 70% de personnes au chômage, où 75% de la population a moins de 25 ans. Donc, qu'est-ce qui amène les gens à boire? Alors que les gens sont des chômeurs, qu'est-ce qui les amène à boire? Ce qui les amène à boire, c'est toi, le Camerounais lambda, qui vit en diaspora et qui envoie ton argent. Parce que parfois, quand on t'appelle pour te mentir qu'il y a un cas de maladie, c'est juste pour financer l'alcool, c'est pour financer la mode, des choses inutiles. Ce sont eux qui sont au pays, qui n'ont pas de boulot, mais ce sont eux qui veulent mettre les derniers griffes, les derniers marques, les dernier iPhone. Donc, les iPhones qui veulent les téléphones, mais pas n'importe quel téléphone. Moi, je suis souvent arrivé au Cameroun et j'avais souvent été moqué, c'est-à-dire qu'on riait de moi parce que quand je sortais mon téléphone, il était plus vieux même que les téléphones de certains de mes cousins restés au Cameroun. C'était en même deux téléphones. C'était en même deux téléphones. Bien sûr, et quand on allait quelque part, ils voulaient que je paye. Je disais non, c'est celui qui a le téléphone le plus coûteux qui doit payer. Juste pour leur dire, voilà comment vous êtes, voilà comment vous réfléchissez. Bon, maintenant, parlant des églises réveillées aussi, c'est un grand problème, c'est un phénomène qui détruit. Pourquoi est-ce que ça détruit? Je fais la différence entre la prière et l'église dite réveillée. La prière, c'est une bonne chose. C'est comme si tu parlais à ton père, c'est comme si tu téléphonais à ton père, tu te plaignais des choses. Et la prière n'est pas seulement, n'agit pas seulement lorsqu'on la fait dans un bâtiment appelé église. La prière, on peut la faire à tout moment, n'importe où, dans n'importe quelle posture. La preuve, prier, c'est on peut prier même pendant qu'on est dans le taxi pour aller au boulot. Mais ce que nous dénonçons ici, c'est le fait d'aller dans un bâtiment qu'on peut appeler église et d'y passer 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps, parfois à boxer Satan, il y en a comme ça, boxer Satan, vous voyez des gens faire des mouvements comme si c'était dans un ring, piétiner Satan, taper Satan, recours bien des gens qui passent le temps à veiller dans les églises, ils disent qu'ils font le combat spirituel. Bon, on ne demande pas de ne pas gêner, on ne demande pas de ne pas combattre spirituellement, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de défiance. Et quand vous regardez ces histoires d'églises réveillées, je commence d'abord, moi j'ai d'abord un problème avec les achats de terrain. Lorsqu'on achète les terrains de ces églises réveillées-là, on ne les achète pas au nom de la communauté, on les achète au nom du pasteur de la soi-disant église. C'est là où la secte intervient. C'est-à-dire que le fonctionnement est faux. Dans les églises classiques, baptistes, catholiques ou je ne sais quoi, on achète au nom de l'église, ce n'est la propriété de personne. Ça reste un bien commun d'une communauté de chrétiens. Mais dans les églises réveillées, on fait des collectes, on lance des collectes de fonds, mais quand ce pasteur-là va acheter l'église, il l'achète bel et bien en son nom. Et la caractéristique des églises réveillées ou bien des sectes, c'est quoi? Quand le pasteur décède, c'est parfois la maman pasteur qui prend.
Si maman pasteur décède, c'est le fils qui prend. Donc c'est une affaire familiale, ça n'a rien à faire avec l'église. Normalement, dans une église d'espèce, c'est-à-dire que l'assemblée de quelques personnes qui sont réunies sous l'autorité de Dieu, lorsque un décède, c'est un autre qui prend, qui n'est pas forcément membre de la famille. C'est ça. Dieu suscite une personne qui devient le nouveau berger. Mais dans ces églises-là, il y en a beaucoup. On a beaucoup de noms. Et les combats spirituels, les mamans au langues, les papas au langues. Il y a l'autre qui était mort là en Côte d'Ivoire d'accident de circulation, un autre pasteur qu'on appelle le même qu'il a. Sa femme a aussi pris. Maintenant, je crois que c'est leur enfant qui doit prendre ainsi de suite. Ces déviances ne sont pas des églises. Ce ne sont pas des églises. Elles ont beau s'appeler églises réveillées. Ce ne sont pas des églises. Il y a un frère qui dit souvent que ce sont des salles d'attente pour l'enfer. Bon, je voudrais dire à ce frère-là que ces églises détruisent beaucoup. On avait un voisin qui était très un voisin qui faisait bien ses études. Il a été détourné comme ça par un ami en classe de 3e qui l'a conduit par des églises réveillées. Mais ce garçon n'apprenait plus. Il passait le temps à arranger l'église, à balayer l'église, à la nettoyer, à chercher les chaises et tout, pendant que les enfants du pasteur, ils allaient à l'école. Voilà. Même où il est allé composer, tellement il était pressé d'aller arranger l'église parce que ce jour il y avait conférence. Le dernier jour, il a oublié de faire la dernière prière. Et il n'a plus jamais eu le probatoire. Il était en première. Vraiment. Donc, il n'a plus jamais eu le probatoire. Parce que quand tu oublies de composer une matière, tu reçois automatiquement 0. Donc, c'est une note discriminatoire. Oui, oui. Voilà. Donc, quand les gens disent que les églises n'ont rien à faire, les églises qui se réveillent, les sectes-là, c'est un très grand frein au développement. Parce qu'un être est d'abord libre quand son esprit est libre. Quand ton esprit est enchaîné quelque part, tu ne peux pas être libre. Et tant que tu n'es pas libre, tu ne peux pas te développer. C'est ça. Aujourd'hui, ce gars-là comprend les enjeux parce qu'à un certain moment, quand sa maman en a eu marre, sa maman l'a jeté dehors. Il a habité chez le pasteur en question. La mère a dit, ok, j'ai tout fait, tu ne comprends pas. Va donc habiter chez ce pasteur, puisque moi je ne t'aime pas. Lui, il t'aime plus que moi. Mais une fois qu'il était chez le pasteur a vu qu'il avait désossé le petit. C'est là où il a vu le vrai visage du pasteur. Voilà. Après peut-être 5 ans, il est retombé au pied de sa mère. Il a dit à sa mère, j'avais compris, oui maman, maintenant je comprends. J'ai compris, tu avais raison. Mais à cause de ça, il n'a jamais fini ses études, il n'a jamais évolué dans ses études, il a raté complètement. Parce que même au moment où il fallait faire des petits concours avec niveau BPC ou CAP, il n'a pas pu. Donc le temps est passé et voilà. Pour dire que ce sont des grands freins. Ce sont des grands freins. La prière, c'est une bonne chose. Avoir la foi, c'est une bonne chose. Être quelqu'un de pieux, c'est une bonne chose. Parce que quelqu'un qui prie vraiment, qui connaît le rôle de la prière, ne pourra pas être dépendant de l'alcool. Ne va peut-être même pas en consommer. Et Oui. s'il arrive d'en consommer, ça sera avec grande modération. Puisque la même parole dit que il est mieux d'aller au paradis. Si tu remarques que quelque chose est pour toi un objet, un organe de chute ou bien un objet de chute, il est mieux de te débarrasser de cette chose ou bien même un membre de ton corps, de te débarrasser de cette chose et d'aller au paradis sans cette chose-là. Donc, quelqu'un qui connaît vraiment la parole, qui est vraiment un chrétien, ne peut pas sombrer. Mais il y a des gens qui ont des esprits faibles, que ces gens-là manipulent. Nous voyons ces églises-là. Regardons, par exemple, le pasteur Camden Dieu nous donne. Il est en cavale. À cause de lui, il a ruiné les membres de son église avec une affaire d'argent qui devait marcher et qui n'a pas marché. Il est aujourd'hui en cavale. Ces gens-là qui avaient 2 millions, qui ont mis 2 millions, qui ont mis 3 millions, qui ont mis 4 millions, sont des gens qui, à un certain moment, ont cru saisir une opportunité. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont ruinés. Donc, il y a quand même des gourous qui peuvent détruire les naïfs. Ça, on ne peut pas se le cacher. On ne peut pas se le cacher. Donc, les églises détruisent la boisson, l'alcool, les drogues de tout genre détruisent et sont un frein au développement. Même en Europe où
où les gens ne vont plus trop à l'église, ou ne prient plus trop, où ont perdu la foi, on reconnaît que les drogues détruisent. Aujourd'hui, je faisais un devoir avec un de mes fils. On dit qu'en Allemagne, chaque année, il y a 24 000 personnes qui meurent à cause des drogues ou bien des substances, des substances toxiques, c'est-à-dire que l'alcool, la cigarette, toutes les trucs que vous connaissez, la cocaïne, acide et tout. Et que ça cause des dépenses, un manque à gagner à l'État à hauteur de 2 milliards par an. Ça veut dire quoi? Les gens qui prennent l'argent pour aller acheter ces drogues-là, les gens, j'expliquais à mon fils que dans cet argent-là, il y a ceux qui dépensent, l'argent qui est dépensé pour acheter ces drogues. L'argent qui espère derrière ces drogues, ça veut dire quoi? La perte que l'État a à tous les niveaux. Deuxième chose, c'est que lorsque ils achètent, comme les drogues, la majorité de ces drogues-là sont interdites, les gens achètent au noir, ils revendent au marché noir. Ça veut dire quoi? Ils ne payent pas l'impôt alors qu'ils se font du bénéfice. Donc l'État perd aussi énormément parce que c'est quelque chose d'illicite, on ne paye pas l'impôt parce que c'est au noir. Troisième chose que j'expliquais à mon fils, c'est que il y a aussi les dépenses que l'État doit effectuer pour essayer de soigner ceux qui sont malades, ceux qui tombent malades. Parce que parfois, quand on décèle ça chez certaines personnes, on les envoie en clinique. Ça veut dire que c'est l'État, puisque tu es assuré. Donc, c'est l'argent de tout le monde. L'assurance, c'est un argent de tout le monde. On va te soigner pour une histoire que tu aurais pu éviter. Ce n'est pas une maladie qui est indépendante de ta volonté. Tu as passé le temps à l'acheter petit à petit. Que ce soit la cigarette ou les drogues, tu as passé le temps à les acheter petit à petit. Et il faut dépenser pour te soigner. Et après, il faut dépenser encore pour te hospitaliser parce que parfois, on les met dans les familles d'accueil pour un instant, puisque on a vu tout à l'heure en faisant le devoir que ces substances-là attaquent le cerveau. En ce qui concerne la drogue ou l'alcool, ça attaque le cerveau. L'alcool, ça attaque le foie. Les drogues, ainsi de suite. Voilà pourquoi ces gens-là ne réfléchissent plus normalement. Parfois, ils ne réfléchissent pas parce qu'un être humain normal devrait avoir honte. Or, on constate que parfois, ils n'ont pas honte. Parce que quand tu perds déjà le sentiment de honte, là, c'est très, très, très mauvais. Voilà pourquoi beaucoup mendient. Voilà pourquoi beaucoup détestent. Ils n'ont pas le temps, ils continuent à circuler. Quand ça ne rentre pas totalement fou, ça fait perdre la raison. Donc, on ne peut pas nier aujourd'hui, l'alcool, c'est un problème. Professeur Ouellet, tu disais tout à l'heure que quand j'ai pris ton direct, tu étais en train de dire que si tu étais président de la République, tu aurais, par exemple, interdit la boisson, tu aurais interdit les jeux du hasard. Voilà aussi, les jeux du hasard aussi, c'est comme une drogue, puisque ce sont des jeux qui rendent dépendants. Donc, je voudrais te dire, donc, ça c'est toi. Mais peut-être qu'immédiatement, la population sortirait pour te chasser du pouvoir. Parce que qu'est-ce que ces dirigeants-là, ces sous-préfaillons-là, qui sont à la tête de nos États font? Ils donnent au peuple ce que le peuple veut, tant que ça peut endormir, sachant que l'alcool, la cigarette, la débauche, les jeux du hasard participent à l'aliénation des masses. Alors, ils laissent les masses aliénées pour ne pas s'occuper des vraies priorités. On ne peut s'occuper des vraies problématiques. Parce que quand quelqu'un boit, son cœur devient vert. Il rit bêtement, il devient nerveux, il a l'impression, vous connaissez l'expression du Cameroun, ils ont l'impression de noyer les soucis, mais malheureusement, comme quelqu'un disait, les soucis qui ont appris à nager, ils se noient en pensant noyer les soucis. Voilà comment de plus en plus dans nos sociétés, vous entendez les gens mourir d'hépatite, qui ne sont pas forcément des liés au virus, mais parfois ce sont des hépatites provoquées par la consommation abusive de l'alcool, des odontales, tout ce qu'il y a comme boisson et drogue là-bas au pays. Ils vont aller maintenant détruire le foie, et une fois que le foie est détruit, on va parler d'hépatite. Donc c'est un peu ça. Les présidents des pays comme le Cameroun, des pays pauvres et très endettés, tirent plutôt
En fait, cette ville se caractérise par l'ouverture des bars un peu partout. Yaoundé, Douala, Bafoussam, c'est grave. Tous les 70 mètres, il y a un bar. Il y a un bar. C'est pour que les gens se trouvent. Vous n'avez même plus lors du confinement. Ils ont essayé de fermer. Ils ont voulu faire comme en Europe. Ils ont demandé aux gens d'aller et tout ça. Là, même pas, ils n'ont même pas tenu 3 semaines. Ils fouettaient même encore les propriétaires des débits de boissons pour ouvrir. Parce que le peuple devenait nerveux, la grogne montait et les gens étaient prêts à aller dans les rues. Et ils ont vite compris qu'ils ont ouvert un non, buvez, enivrez, transmettez le contenu comme vous voulez, ce n'est pas notre problème. Pourvu que vous ne réfléchissez pas à nous chasser du pouvoir. Donc c'était un peu ça mon intervention pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui aggravent le sous-développement. Je ne sais même pas d'abord pourquoi tant qu'ils n'arrivent pas à manger de manière équilibrée, avoir des repas décents, consommer de manière équilibrée, aura de l'argent alors qu'il est au chômage, aura de l'argent pour aller t'enivrer. Franchement, je ne comprends pas. Comme quelqu'un le disait, si on dit au Cameroun et tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'était ça mon intervention, merci. Très brillante intervention, Chazeri. Merci bien, merci bien. Bien, donc ouais, je crois qu'elle a dit l'essentiel. Elle a beaucoup résumé certains aspects de la conférence. Et je puis dire à Théo, oui, Théo, il a en train de beaucoup participer là. Théo, je te promets une émission sur les religions. Donc, je te promets une émission. Attendez, je crois que je serai encore en ligne. Ok. Théo, je te promets une émission sur les religions. Ça va te permettre d'avoir une idée. Je ne suis pas contre les religions, mais je suis contre les mauvaises pratiques des religions. Je suis chrétien, engagé. Donc, mais aujourd'hui, on utilise la religion à d'autres fins. Elle a pris l'exemple d'un certain monsieur dont je préfère tel le nom, un escroc qui utilise le nom de Dieu pour appauvrir la population. Vous voyez un monsieur qui se dit pasteur, qui vient bénir un mariage, le lendemain, il devient le mari de la femme, si bien que l'enfant que le nouveau marié porte devient, c'est plutôt l'enfant de ce pasteur. C'est des choses comme ça que nous condamnons. Donc il y a trop d'abus. Tu es à la diaspora, tu souffres pour envoyer ton argent au Cameroun pour aider la population, tes frères. Cet argent finit dans sa course, dans la poche d'un pasteur. Ça, c'est pas normal. Ils te disent que la dîme, si tu ne donnes pas la dîme, on focalise les trucs, dîme. Il ne sait pas que tu peux te donner toi-même la dîme quand tu n'as pas de moyens. Tu peux donner la dîme à un sans-abri. Tu peux donner la dîme à une personne qui est dans les besoins. Et ça sera la même chose. Donc, Théo, je te promets une émission assez intéressante sur les églises, l'impact des églises sur l'économie. Et pour parler aussi de la justice, parce que c'est des suggestions, les gens peuvent croire que c'est très tôt, mais il faut faire des émissions comme celle-ci pour préparer les Camerounais à la nouvelle République. Au Cameroun, on est capable de vous en faire. La justice n'existe pas. On est capable de vous arrêter et vous envoyer en prison sans jugement. Vous faites peut-être même 2 semaines en cellule et on vous fait peut-être 5 ans en prison sans avoir été jugé. Aux États-Unis, si la police t'interpelle et va avec toi, le jour de ton jugement est connu le même jour où tu passes la nuit à la cellule. Ça veut dire qu'on va te juger soit le lendemain, soit dans un jour, on ne te garde pas. Mais au Cameroun, on te torture, on t'envoie. Certaines personnes sortent même de la cellule de la prison après 5 ans. Mais on leur demande qu'est-ce que vous avez fait. Pourquoi est-ce que vous avez fait 5 ans? On ne peut pas dire. Donc, ce système, il faudrait que ça s'arrête. Ça fait partie de la justice que nous voulons, une nouvelle forme de justice que nous voulions, n'est-ce pas, voir dans le nouveau Cameroun. N'est-ce pas? Et les enfants de la diaspora devraient en principe continuer avec leur système de mettre ceux qui ne veulent pas marcher selon certains rythmes à jour. On parle du boycott. Certains croient que le boycott est camerounais. Non, le boycott n'est pas camerounais. J'ai toujours parlé du cas du Congo. Les Congolais, à l'extérieur, ne permettent pas qu'un artiste puisse prester à l'extérieur s'il ne respecte pas, s'il ne dénonce pas ce qui se passe dans leur pays.
Nous avons aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, grâce à la disgrâce qui était aux États-Unis ce week-end, et curieusement, la personne qui l'invite, c'est une femme du Nozo, cette région où le système diabolique de Mbia a rasé toute la population. C'est cette femme qui invite cette dame de grâce venir prester dans un spectacle de charité. On prend la photo des pauvres enfants, on met sur les flyers. On dit que c'est pour aider les enfants. Est-ce que c'est normal ça? Au-dessus de nous, on a un Dieu qui frappe. Vous utilisez l'image des enfants pour vous faire des sous. Vous aurez des récompenses. Si vous voulez vraiment faire de la charité, demandez qu'on arrête la guerre. Celle que vous invitez à faire le spectacle, elle est du côté de l'oppresseur et refuse de s'indigner sur la souffrance des Camerounais. L'inviter pour un spectacle de charité, c'est contradictoire. Et j'ai souvent demandé, et je continue à demander à tous les Camerounais qui vivent aux États-Unis d'adopter une nouvelle forme de boycott. Il s'agit de faire un boycott pacifique. Vous ne faites pas d'affrontement, mais vous asséchez tout spectacle dans lequel il y a un Sadina qui vient. Il n'y a pas de spectacle sans spectateur. Si l'artiste vient et trouve que la salle est vide et fait son spectacle sans foireautage, c'est une perte pour elle, c'est une perte pour le promoteur. Si on organise le Cameroun autrement, et on arrête cette guerre, le Cameroun, et on répartit les ressources du Cameroun équitablement, le Camerounais n'aura pas besoin de la charité. Il n'aura pas. Aujourd'hui, toutes les ressources du pays sont entre les poches de quelques individus. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, voyager comme ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent. Et ça crée une forme d'injustice que nous dénonçons ici. Donc, voilà. Et puis, vous avez vu ces jours, aujourd'hui, un autre chef de l'Ouest qui a été boycotté en France. Vous avez vu la honte qu'il a eu aujourd'hui. On dit qu'on veut faire la promotion de la culture. On invite un chef traditionnel. Est-ce que le chef traditionnel, sa présence est indispensable pour faire la promotion de la culture bamileke en France? Non. Tous ces chefs de bamileke sont devenus des sardinards purs, à l'exception du Soukoudjou. Ils sont devenus tous des sardinards. Ils sont du camp de l'oppresseur. Le roi Soukoudjou leur a dit, vous devez être neutre. Vous ne devez pas être du côté de l'oppresseur, ni du côté ni de l'opposition, ni du camp de celui qui gouverne. Ils sont tous dans le camp de l'oppresseur. Et ce que Mbia a réussi le plus à faire, c'est de détruire la valeur des chefferies traditionnelles de l'Ouest. Il a réussi. Parce qu'à l'époque, il y avait le Nord, il y avait l'Ouest, qui avaient encore des chefs respectés et respectables. Aujourd'hui, tous ces chefs sont réduits à la mendicité. Pour déclarer le deuil, il faut payer le chef. Et ils ont même des tarifs. Pour faire n'importe quoi à la chefferie, il faut payer. Et ils viennent à la diaspora se moquer des Camerounais. Non, il faut que ça s'arrête. Bien, je remercie ceux qui ont boycotté ces chefs-là. Il faut qu'ils rentrent au village faire leur simagri. Ils ont suffisamment d'argent pour venir encore nous embêter à la diaspora. Bien, donc Théo, je te promets une émission. Si tu suis, je vais te faire une très belle émission sur les religions. Comment on a utilisé les religions pour instaurer l'apartheid en Afrique du Sud. Je vais te donner... tu pourras même participer, pourquoi pas. Donc, gardons l'écoute. Pour ceux qui veulent encore appeler, j'ai une minute avant de fermer l'antenne. J'ai encore une minute pour fermer l'antenne. Et regardez comment, quand je parlais, n'est-ce pas, tout à l'heure, je parlais de la manière du président centrafricain. Au Cameroun, c'est la même chose. Vous voyez quelqu'un qui a un certain sim, qui a dit que vous me donnez votre argent, pendant que vous dormez, votre argent travaille. Il a escroqué combien de Camerounais? Des familles ont divorcé aujourd'hui. Les gens ne s'entendent plus. Il l'a volé avec la contribution du gouvernement camerounais qui a protégé ce monsieur. On l'a enfermé. Il y a quelques jours, tout le monde croyait que... Et j'ai bien dit, quand on l'a enfermé, j'ai dit que c'est juste une protection. On va le libérer. Beaucoup de gens croyaient que je blaguais. Et quelques temps après, on dit qu'on l'a libéré sous caution. Des gens se portent garant.
Ils disent que on va, si pas nous sommes responsables, alors que c'est un réseau de mafia qu'on organise, une autorité camerounaise, sachant que le monsieur a commis tellement de crimes, l'accompagne à la passerelle de l'aéroport pour qu'il échappe le Cameroun, pour qu'il fuit le Cameroun. Il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. Donc les autorités camerounaises qui ont protégé Sim, le grand bandit, sont également responsables du malheur des Camerounais. Ils sont responsables. Donc, mesdames, messieurs, pour me résumer, avant de partir, le Cameroun, un Cameroun nouveau va bientôt naître. Qu'on le veuille ou pas, préparons cette transition pour ne pas être surpris, parce que ça va avoir lieu. Il y a certains qui se préparent à une véritable guerre civile s'ils perdent ce pouvoir. Vous les connaissez. Mais le vrai pouvoir est au peuple. Le vrai pouvoir est au peuple. Et j'ai dit, n'est-ce pas, qu'on peut faire un gouvernement de 9 ministres sans problème. 9 ministres au Cameroun, 100 ministres délégués, et ça fonctionne. Et la lenteur administrative au Cameroun est volontaire parce que c'est une source de corruption de la population. On peut traiter un dossier administratif en un jour et clôturer le dossier. Et je voudrais aussi finir en disant que, au lieu de prolonger la retraite, par exemple, comme certains disent, il faut prolonger la retraite à 60 ans, 65 ans, non. Donc, payer les gens, payer suffisamment ceux qui travaillent. Les Camerounais, vous devez payer suffisamment. Parce que quand ils vont à la retraite, l'argent qu'on a gardé à la CNPS n'existe plus. On a retiré pour faire d'autres affaires. Et à la retraite, ils souffrent pour avoir leur argent qu'ils ont gagné. Et logiquement, on ne devrait pas faire un dossier de retraite. Ça, c'est criminel. C'est criminel. Je prends toujours le cas des États-Unis. Certains pensent que j'exagère, mais si vous allez en retraite au mois de juillet prochain, le mois de juillet qui arrive, votre salaire de la retraite est directement transféré dans votre compte et sans autre dossier, et vous avez votre argent de la retraite. Pourquoi au Cameroun, on demande aux pauvres travailleurs de faire un dossier de retraite qui n'aboutit même pas après 5 ans, 10 ans? Ton argent que tu as épargné. Donc, autant de questionnements. Je vais fermer l'antenne. Je voudrais remercier tous ceux qui étaient avec moi. J'ai d'autres thèmes qui arrivent. Je vais vous informer le moment venu. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à Théo, à Élisée, à Chasserie, à tous ceux qui étaient à l'antenne. Pat, oui, Frankie. Merci à tous ceux qui étaient avec moi à l'antenne. Je vous promets une autre émission lundi le 20, ou bien encore samedi. Avant samedi, je peux faire une autre émission. Je vous annoncerai le thème. Si vous êtes sur YouTube, essayez de souscrire à ma chaîne avant de fermer la page. Si vous êtes sur Facebook, cliquez sur le bouton suivre. Follow. Quand je suis sur l'antenne, vous pouvez avoir la notification pour me suivre. Merci une fois de plus à ceux qui étaient avec moi. Que la Troisième République arrive, mais soyons prêts à l'accueillir. Que Dieu nous protège. C'était Professeur Willy.